Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la 6e édition du balado Le Long des Bandes. Mon nom est Damien Larivière et je suis avec mon collaborateur de toujours, Léo Anctil. Oh yeah! Aujourd'hui, on se lance avec notre habituel segment des Canadiens de Montréal et on y appose notre saveur olympique. Quels joueurs se sont démarqués, lesquels sont restés dans l'ombre, on analyse ça dans son entièreté. Demain, grand duel qui nous attend, le Canada et les États-Unis qui vont croiser le fer pour la médaille d'or olympique. On mettra la table en vue de cet affrontement-là. Par la suite, avec le retour de la Ligue nationale de hockey mercredi prochain, on analyse quels joueurs pourraient représenter des cibles pour les directeurs généraux de la LNH en vue de la date limite des transactions. Par la suite, on débattra des 10 meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey. On fera une révision du Super Bowl 60 et la saison morte à venir pour les Seahawks de Seattle, maintenant couronnés champions. Et on termine avec un repêchage revisité de 2015. Léo, tu voulais nous lancer avec le segment des Canadiens. Oui. Bon, les Canadiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de match de ceux-ci, Oui. puisque c'est la pause olympique. On va commencer par revenir sur les joueurs qui participent aux Olympiques, donc Slafkovsky, Texier, Suzuki et Kapanen. Est-ce qu'il participe vraiment à Kapanen? La question se pose. Kapanen, ben écoute, il a pas joué encore, il a été habillé, il a été mis sur le banc, mais il a pas été mis sur la glace, donc lui, on n'a rien d'autre à dire sur lui, il n'a pas joué. Exact. La Finlande joue en ce moment pour la médaille de bronze, donc s'il gagne, il va avoir une médaille de bronze sans avoir rien fait. On pourrait le qualifier de champion olympique sans aucune minute de temps de jeu. Ensuite, on peut parler d'Alexandre Texier. Alexandre Texier, 0 points aux Olympiques. La France, ben écoute, il n'y avait aucune attente pour la France, aucune attente de même pas se rendre en quart de finale, je dirais. Ils ont remporté aucun match. Mais la France a offert un solide combat à certaines équipes. Je pense au match préliminaire face à la Tchéquie. À un certain moment, la France avait les devants 3-2. Mais Alexandre Texier, de mon côté, ne me semblait pas 100% rétabli de sa blessure qu'on avait vue précédemment aux Olympiques. Mais une production décevante de sa part, malgré que les attentes étaient très limitées envers la France, comme tu le mentionnais. Je suis d'accord avec toi. C'était le joueur étoile de cette équipe-là, le seul joueur de la Ligue nationale français. Oui, bien sûr. 0 point pour lui. Ensuite, on peut passer à Juraj Slafkovsky, tiens. Bien sûr. 8 points, 4 buts, 4 passes. 5 rencontres. 5 rencontres, oui. 8 points en 5 rencontres. On s'attendait à ce qu'il joue très bien avec la Slovaquie. On revient aux derniers Olympiques où la Slovaquie a fini avec une médaille de bronze et Slafkovsky a eu le joueur le plus utile du tournoi. Oui. On avait à peu près les mêmes attentes, peut-être des attentes encore plus élevées pour celui-ci, Slafkovsky, et il nous a pas déçus. Surtout dans le premier match contre la Finlande où il a marqué 2 buts, il a donné la victoire aux siens. Est-ce que tu penses que ce tournoi-là va pouvoir lui donner de l'espoir pour jouer avec le Canadien? Ben, c'est une des questions que je me posais, évidemment. La production de Slafkovsky qui a plu aux amateurs des Canadiens, 12 buts en 12 matchs depuis sa présence olympique en 2022. C'est vraiment un héros lorsqu'il enfile l'uniforme de la Slovaquie. Maintenant, est-ce que ça peut lancer sa saison encore plus qu'à la suite de son placement aux côtés d'Ivan Demidov et d'Oliver Kapanen? Ce sera à suivre. Mais maintenant, Juraj Slafkovsky n'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment un joueur qui peut être le dynamo offensif d'un trio et j'ai hâte de le voir terminer cette campagne-là, particulièrement en série. Oui. Maintenant qu'il sait utiliser sa forte stature, disons, le long des rampes, la protection de rondelles notamment, le travail devant le filet pour masquer la vue du gardien, c'est vraiment un joueur qui dispose d'un coffre à outils débordant et j'ai hâte de le voir à l'œuvre, comme je le mentionnais. Il commence vraiment à s'installer dans la ligue et à s'installer dans son rôle qu'il va occuper dans les prochaines années. Oui, il faut se rappeler que Juraj Slafkovsky a reçu un nouveau contrat de la part de Kent Hughes en 2024 qui est entré en vigueur l'été dernier. Autour de 7 millions pour les 7 prochaines saisons. Cela me paraît déjà un vol lorsqu'on observe son rendement et il n'a que 21 ans au moment où on se parle, s'apprête à célébrer ses 22 bougies. Disons que le futur est brillant pour le jeune Slovaque. Finalement, on a Nick Suzuki, le capitaine du Canadien, qui a marqué le but égalisateur qui a finalement permis aux Canadiens de se rendre en demi-finale. Oui. Cette séquence-là démontre de l'intelligence et du QI de hockey. Bien sûr. De ce joueur-là, Nick Suzuki, parce que tu sais, c'est pas seulement une déviation, ça revient au dégagement qu'il a fait, au lieu de la dégager en fait, puis d'aller
sur le banc pour faire un changement. Oui. Il a décidé de envoyer la rondelle en fond de territoire. Non, cette décision était stratégique. D'aller, c'est ça, parce qu'il se disait, j'ai lu là-dessus, puis il disait que vraiment le but du Canadien dans ce match-là, du Canada plutôt dans ce match-là, Oui. était vraiment d'essouffler son adversaire qui venait de jouer le jour d'avant. Oui, 2 matchs en 2 soirs. Et il se dit, en dégageant, il va aller chercher la rondelle, peut-être faire un plaquage. Bref, il a vraiment pris en note tout ce qu'il y avait sur la patinoire, tout ce qu'il y avait autour de lui. Ensuite, c'est bien Devon Taves qui a tiré avant la déviation, oui. Suzuki a vraiment mis son bâton à côté du filet pour dire à Devon Taves, tire là, je vais la dévier. Il a fait ça, c'était une excellente déviation qui est rentrée dans le but. Bref, ça démontre encore une fois de son intelligence. C'est tout un joueur, ce gars-là. Ben, le but de Nick Suzuki a revigoré sa confiance, je dirais, sans nécessairement le qualifier de mauvais. Disons que le début de ces Olympiques avait été mi-figue, mi-raisin, particulièrement aux côtés de Brandon Hagel et de Nathan McKinnon. On a senti Suzuki pas nécessairement à l'aise lorsqu'il était positionné à l'aile. Avec la blessure de Sidney Crosby, il a obtenu son opportunité au centre lors de cet affrontement face à la Tchéquie, et on l'a vu briller, notamment avec le but égalisateur, comme tu le mentionnais. Contre la Finlande, a connu un solide match aussi, et j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre demain matin dans un rôle particulièrement défensif, probablement devrait être dans le fond de l'échiquier du Canada, et face aux États-Unis, on s'attend à un match très serré, et on aura besoin de sa contribution pour remporter la médaille d'or. Maintenant, je t'ai fait un classement, le top 6 du noyau du Canadien, le noyau du Canadien en ce moment. D'accord. Donc, on évite, on exclut Edge, Jarofsky, les joueurs qui vont arriver plus tard, Fowler ou Reinbacker. Donc, le top 6 qui est Dobson, Hudson, Caulfield, Demidov, Slavkovski et Suzuki. Je les ai classés selon l'ordre de où est-ce qu'ils vont être d'ici 2 ou 3 ans. Moi, je considère que d'ici 2 ou 3 ans, les Canadiens vont être vraiment compétitifs. Des aspirants, une des équipes avec le plus de chances de gagner la Coupe. Oui. Donc, amplement d'accord. Je me lance. Alors, en numéro 6, j'ai commencé avec Noah Dobson. Oui, je partage ton sentiment aussi. Malgré que Noah Dobson soit un défenseur qui appartient à l'élite, les 5 joueurs que tu as mentionnés au-dessus de lui appartiennent vraiment à la crème à leur position respective. Dobson, malgré certaines lacunes défensives, demeure un excellent défenseur de première paire, mais juste pas au niveau des 5 autres. On peut en débattre avec Matheson, mais peut-être le meilleur défenseur défensif du Canadien. Ouais, encore une fois, ça se joue à très peu avec Matheson, comme tu le mentionnes, surtout quand Goulet est blessé. Ouais. Mais j'apprécie le jeu défensif de Noah Dobson. Il s'est développé au fil des dernières années. Avec les Islanders, à mon avis, c'était surtout un profil unidimensionnel, avait vraiment des lacunes évidentes, mais a pris du galon cette saison. C'est une acquisition durant la saison morte qui a vraiment élevé le jeu, que ce soit l'échec avant ou juste le jeu défensif du Canadien. C'est toute une acquisition. Puis écoute, il fait sa job pour l'instant, 38 points en 57 matchs, puisque les 6 joueurs que je t'ai mentionnés ont manqué aucun match pour l'instant. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le Canadien. Ensuite, en 5e place, je te mets Cole Caulfield. Oui, je serais d'accord avec ça aussi, malgré que ce soit un franc-tireur né qui marque des buts à profusion. Et en plus, j'oserais affirmer qu'il a développé certaines de ses habiletés de fabricant de jeu. Il demeure un joueur qui est strictement offensif, va t'en apporter très peu de l'autre côté de la patinoire. Malgré tout, c'est un talent électrique, Mr. Saturday Night. Mais je crois juste que les 4 autres membres de cette liste-là peuvent apporter un arsenal d'outils un petit peu plus développé que celui de Cole Caulfield. Il a déjà 32 buts cette année. Ouais. Il risque de dépasser le plateau qu'il a atteint la saison passée. Ok, je croyais que tu te mouillais avec un plateau de 50 buts. Non. Je te trouvais audacieux quand même. Non, donc 32 buts, puis aussi 25 points, 25 passes. Donc, oui, c'est ça, exact. Il contribue aussi, pas seulement avec des tirs et des buts. Même si je crois que dans 2-3 ans, il va devenir plus on va dire comme un role player, si on peut dire ça comme ça, un joueur qui va vraiment apporter offensivement et moins défensivement à cette attaque-là qu'on va voir s'afficher dans les prochaines années avec les nouveaux arrivants. Bien, évidemment, sa stature le limite constamment à Cole Caulfield. Un joueur de 5 pieds 7 ne sera pas en mesure d'aller véritablement se battre dans les coins, de se disputer la rondelle. On doit le maintenir dans le haut de l'enclave, tenter de le libérer justement pour qu'il puisse décocher son tir venimeux. Mais du côté de Cole Caulfield, les défensives ont de plus en plus de difficultés à le cerner et je crois qu'il pourrait peut-être atteindre la barre des 50 buts un jour si l'offensive à ses côtés est aussi dynamique qu'on puisse le penser. Reste à voir s'il va rester sur le premier trio aussi dans le futur avec
encore une fois, les nouveaux joueurs qui vont arriver. Ouais, dont l'un que tu vas me mentionner un petit peu plus tôt au haut de la liste, j'ai l'impression. Ivan Ensuite. Demidov. Numéro 4, Oui. Lane Hudson. Numéro 4. Numéro 4. Intéressant. Donc, Explique-moi le fondement de ta pensée. écoute, Lane Hudson, ça va être la pièce maîtresse offensive en défense. Oui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Lane Hudson est déjà à 58 points cette année et est déjà en train de s'installer comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. Puis, ce classement-là, évidemment, je suis en train de te dire pour le futur et pas en ce moment. Donc, selon leur impact qu'ils vont avoir. Lane Hudson a déjà 22 ans. Il y avait beaucoup de questions sur lui quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va réussir à s'installer malgré sa petite stature, sa petite taille? Il l'a fait. Est-ce qu'il va réussir à être constant selon le nombre de points qu'il a fait l'année passée? Il le fait encore avec 58 points en 57 matchs. Aucunement affecté par la gang la deuxième année, d'ailleurs. Non, effectivement. Et cette année, il y a déjà plus de buts que l'année passée. Il y en a 10 cette année. Puis l'année passée, je pense qu'il y en avait 7. C'est 6. 6, bon, merci. Yes. Donc, Lane Hudson, écoute, oui, il y a beaucoup de monde qui disent « Defense wins championships ». Ouais. La défense, Le fameux proverbe. c'est ça, la défense mène au championnat, mène aux victoires. Mais tout de même, dans la Ligue nationale, pour gagner un match, il faut marquer des buts. Il faut battre les meilleures équipes de la Ligue en ayant une meilleure offensive. C'est pour ça que mon top 3, j'ai mis 3 attaquants dans mon top 3 qui vont apporter plus d'impact à l'équipe, selon moi. Je trouve la sélection assez intrigante. Tu le mentionnais, on l'a vu à de multiples reprises cette saison. Il y a plusieurs défensives qui n'ont pas de défenseur mobile numéro 1. Tel qu'un Lane Hudson, et ça leur a coûté très cher à certaines reprises. Je pense aux Leafs de Toronto qui sont à l'extérieur du portrait des séries au moment où on se parle. Mais du côté de Lane Hudson, de le voir à 22 ans s'établir comme l'un des meilleurs puck-moving defensemen de la ligue, sa production est déjà incroyable. On pourrait penser qu'il dépassera le cap des 90 points une fois dans sa carrière. Donc je suis très surpris de voir Juraj Slafkovský au-dessus de Lane Hudson dans ta liste, considérant, oui, sa performance olympique, mais dans la Ligue nationale de hockey, on ne l'a pas nécessairement vu atteindre ces sommets-là. Donc j'ai hâte de t'entendre à ce sujet-là. Alright, en numéro 3, ça c'est le joueur auquel j'ai hésité à mettre Lane Hudson au-dessus. J'ai mis Nick Suzuki en numéro 3. Donc, Nick Suzuki, écoute, c'est un centre numéro 1 que le Canadien, le centre numéro 1 que le Canadien a la chance d'avoir. Oui. Être le meilleur joueur défensif, le meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale si on exclut Alexander Barkov en ce moment. Et écoute, Nick Suzuki est sur le premier des avantages numériques, sur le premier avantage numérique, la première ligne offensive. Oui. Il affronte les meilleurs joueurs de la Ligue nationale chaque soir, à chaque match, chaque instant qu'il est sur la glace, il doit jouer au plus haut de ses capacités. C'est pas, on va parler tantôt des centres numéro 1, et c'est pour ça qu'on a exclu Nick Suzuki, parce que j'allais en parler maintenant. C'est pas un joueur qui appartient à la catégorie, mettons, des McDavid, des McKinnon. Ça, c'est sûr. Nick Suzuki, dans une autre équipe championne, mettons, tu le mets avec les Panthers l'année passée, ou tu regardes les équipes championnes des dernières années, ça sera pas le centre numéro 1 de cette équipe-là. Les Canadiens ont la chance de l'avoir. Est-ce qu'il va demeurer le centre numéro 1 dans les prochaines années? Reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec Michael H. Je crois tout de même que Suzuki risque de demeurer sur le premier trio. Oui, je trouve que tu t'avances sur un terrain glissant, je vais le dire tout de suite. Le fait qu'Juraj Slafkovský soit au-dessus de Nick Suzuki dans ta liste me paraît presque inadmissible, considérant que Suzuki est en voie de connaître une saison de 90 points, en plus d'être le meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale cette saison. Son coffre à outils déborde. Déjà, de voir Lane Hudson placé en dessous de Slafkovský me paraissait spécial. Disons que Nick Suzuki, c'est un coup direct à la gorge que je ne peux me permettre d'accepter, mais j'ai hâte de t'entendre avec ton argumentaire. Bon, numéro 2, le voilà, Juraj Slafkovský que t'attendais. Explique-moi, s'il te plaît, pourquoi tu le places au-dessus de Nick Suzuki et Lane Hudson. Écoute, je crois que Juraj Slafkovský va être si c'est pas le meilleur joueur du Canadien dans quelques années. Juraj Slafkovský a tout ce dont tu as besoin pour être
un des meilleurs attaquants de la Ligue. Oui. Si on compare son poids et sa taille aux meilleurs joueurs de la Ligue, évidemment, je dis pas qu'il est meilleur que des McDavid, etc., mais Slavkovski, 6 pieds 3, 225 livres. Oh, sa stature est à son avantage, il n'y a pas de doute. Ouais. McKinnon, 6 pieds, 200 livres. McDavid, 6 pieds 1, 194 livres. Bref, on comprend le concept. Il est plus grand, il est plus gros. Il est en train de s'installer au sein du deuxième trio, et on l'a vu aussi avec la Slovaquie, lorsqu'il est le joueur clé d'une équipe ou d'un trio avec le Canadien, il joue, je trouve qu'il excelle et qu'il joue extrêmement bien. Il occupe cette place-là de numéro 1 comme il devrait le faire. Il n'a pas peur d'aller chercher les rondelles dans le coin, ça c'est sûr, il utilise son corps à son avantage. Oui. Seulement 45 points cette année si on compare avec les autres joueurs. C'est 35 au fil de ses 35 derniers matchs. Ouais. Donc, Puis, au cours du début de saison, pas nécessairement exact. le rendement auquel on s'attendait, mais depuis ce moment-là, fonctionne à un rythme d'1 point par match. oui, ça fait plusieurs saisons qu'il commence l'année lentement et que finalement, il explose au cours de l'année. On l'a vu lors de sa première émergence en 23-24. Oui, c'est ça. Puis cette année, surtout avec le deuxième trio qui risque d'être démembré lors de peut-être même cette saison, si les Canadiens vont aller chercher une acquisition ou quiconque un joueur. Mm-hmm. Je le mets au-dessus de Lane Hutson et de Nick Suzuki parce que je pense que son impact sur la patinoire au total, on peut dire ça comme ça. Dans son entièreté, merci, va être... il y aura un plus gros impact lorsqu'il sera sur la glace que ces deux jours-là. Juraj Slavkovski est numéro 10 dans la Ligue nationale au niveau des points des points en avantage numérique. Ou début. Oui, je pense que c'est début. C'est ça, début, je me trompe. Début. Donc, écoute, s'il peut vraiment s'installer comme un des... c'est vraiment hypothétique ce que je suis en train de dire, mais s'il peut s'installer comme un scoreur et le joueur qu'il peut être et pour lequel on l'a repêché au premier rang, ça sera possiblement le meilleur joueur du Canadien dans les années à venir. Je peux accepter qu'il apporte une saveur différente à l'offensive du Canadien comparé à un Nick Suzuki ou à Lane Hutson. Considérant ses habiletés naturelles de protection de rondelles le long des rampes, justement, on va vraiment le sentir avoir la rondelle sur son bâton en contrôle. Ça va être très difficile de lui enlever, mais en effet, tu te bases vraiment sur des scénarios hypothétiques, malgré que sa progression actuelle puisse faire croire qu'il va atteindre ces sommets-là. On a vu Nick Suzuki et Lane Hutson les passer, et ce, avec brio, avec des couleurs brillantes, flying colors in English. Disons que je peux entrevoir ce que tu mentionnes, mais selon moi, Juraj Slavkovski doit encore manger des croûtes avant de parvenir au niveau de Suzuki et d'Hutson et vraiment pouvoir s'immiscer dans cette conversation-là. Mais par contre, je partage le même premier joueur que toi et j'ai hâte de t'entendre à son sujet. Et surtout que Nick Suzuki, 26 ans, entre dans son prime, comme on dit en anglais, dans ses meilleures années, et commence à atteindre le plafond de points, si on peut dire ça comme ça. Je peux comprendre, mais en même temps, si ton plafond, c'est d'être le vainqueur du Selke, non. C'est un joueur d'élite duquel on parle. À mon avis, un centre top 10 dans la Ligue nationale de hockey. Ok, oui, je croyais que tu allais continuer. Okay. Bref, numéro 1, on l'attendait. Ivan Demidov, mon joueur préféré du Canadien de Montréal. Je ne l'ai pas pris parce que c'est mon joueur préféré. Je l'ai pris parce que c'est lui qui déborde le plus de talent, si on peut dire ça comme ça. Écoute, des mains magiques, un sens de fabricant de jeu exceptionnel, un tir que s'il arrive à développer et aller voir peut-être Dr. Shot avec le Canadien peut réussir à marquer plus de buts. Il y a 12 buts cette année seulement. Évidemment, c'est son année recrue. Oui. Et il gagnerait le Calder si c'était pas d'un joueur dénommé Matthew Schaefer qui joue comme si ça faisait 15 ans qu'il était dans la Ligue nationale. Ivan Demidov, des fois, j'ai vu quelques reproches sur son patinage. Écoute, c'est sa première année, fait que vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez. Il va évidemment tout améliorer ce qu'il a à améliorer. Puis, tu sais, c'est un joueur que, même au début de la saison, les coéquipiers du Canadien qui n'étaient pas habitués de jouer avec lui s'attendaient pas à quelques passes qu'il lui donnait. Tu sais, tu peux pas te fier à son positionnement corporel pour... Non, parce que même les défensifs sont pas en mesure de le lire. Donc, ses coéquipiers vont tenter de se libérer. Après ça,
t'as probablement confiance qu'Ivan Demidov va être en mesure de te repérer, même s'il ne l'indique pas avec son corps, parce que c'est Ivan Demidov. Et c'est ça, tu le vois à maintes reprises faire des jeux exceptionnels, tu sais, faire des passes. Des fois, il fait un peu des passes de trop alors qu'il devrait tirer. Je suis d'accord avec ça. Évidemment, s'il peut corriger ça et devenir, je dis pas qu'il va devenir comme Nikita Kucherov, parce que lui, il est dans un autre monde. Mais s'il peut peaufiner son tir et devenir un joueur, tu sais, comme on le voit en ce moment, mais encore meilleur, ça va être le meilleur joueur du Canadien dans les prochaines années à venir. Ben, il me rappelle une combinaison entre ses deux compatriotes russes, Kirill Kaprizov et, comme tu le mentionnais, Nikita Kucherov. Son élégance sur la glace est à crever les yeux. On le voit danser autour des défenseurs, servir des passes sur un plateau d'argent à ses coéquipiers, comme tu le mentionnais. Il me rappelle un Kucherov de ses jeunes années. Encore une fois, est-ce qu'il atteindra les sommets d'un Nikita Kucherov? 3 Artura, 144 points. Probablement pas, mais du côté d'Ivan Demidov, on peut s'attendre à un rendement exceptionnel au fil des prochaines saisons. Son sens du jeu est tellement aiguisé, et comme tu le mentionnais, s'il est en mesure d'améliorer son tir pour inscrire plus de buts et qu'il se fasse plus confiance, notamment ses totaux de tir au filet et notamment de concrétisation vont augmenter en flèche. Donc j'ai la certitude qu'Ivan Demidov sera en mesure d'atteindre le plateau des 100 points à plusieurs reprises au fil de sa carrière, surtout quand on considère les munitions qui seront placées à ses côtés dans l'avenir. Donc disons que le Canadien est promis à un futur resplendissant. Bon, revenons maintenant à nos Olympiques. Oui, on s'était lancé là-dessus. Hors Canadien, demain c'est la finale, évidemment, Canada-États-Unis, la finale qu'on attendait depuis que le match final des 4 nations se fut terminé. Oui. On s'attendait à ce match-là. Il va pas avoir de bataille, malheureusement pour moi, mais il va avoir de l'excellent hockey sur une plus petite patinoire. Ça, c'est plate, mais ça va être de l'excellent hockey qui va affronter les meilleurs joueurs au monde. Qui est-ce que tu vois vainqueur, toi? Donc, rendez-vous à 8h10 demain matin, heure de l'Est, entre les États-Unis et le Canada. Comme tu le mentionnais, un duel qu'on attend depuis plus d'une année maintenant avec la finale au Four Nations Face-Off, la confrontation des 4 nations, qui s'était terminée à Boston avec le but en prolongation de Connor McDavid. Et encore une fois, je m'attends à un duel extrêmement serré, un jeu très complexe le long des bandes. On va jouer avec du papier sablé, de la hargne, de la fougue. Chacun de ces joueurs-là veut l'emporter. Comment je pourrais dire? Du côté du Canada, on devra être en mesure de limiter le nombre de revirements effectués car l'échec avant des États-Unis est très puissant. On l'a vu notamment payé à de multiples reprises au fil des derniers matchs. Tandis que du côté des États-Unis, plutôt, la clé sera de rester à l'extérieur du cachot. Parce qu'on a vu l'avantage numérique du Canada être meurtrier au fil du tournoi. Probablement, est-ce qu'on n'emportait pas cette rencontre-là contre la Finlande hier, si ce n'était pas de l'avantage numérique. Malgré tout, je m'attends à une autre prolongation et cette fois-ci, je crois que c'est un Américain qui va trancher le débat. Si je devais poser un verdict final, je crois qu'Austin Matthews va inscrire son nom dans l'histoire avec un but en prolongation dans une victoire de 3-2 pour venir en quelque sorte renverser la vapeur avec le script de l'an dernier. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, tu y vas audacieux aujourd'hui en donnant une victoire des États-Unis. Mm-hmm. Je peux comprendre ce que tu veux dire parce qu'on l'a vu surtout dans les 2 derniers matchs du Canada, ils l'ont pas eu facile. Non, ils ont dû faire 2 remontées, ils ont dû vraiment tout donner ce qu'ils avaient. Comparément aux États-Unis qui, bien évidemment, le premier match contre la Suède est allé en prolongation, mais le dernier contre la Slovaquie s'est terminé assez rapidement. Oui, victoire de 6-2, les États-Unis ont dominé tout au long de la rencontre. Honnêtement, leur offensive bourdonnait tel un essaim d'abeilles en territoire adverse. Et face à la Suède, tu le mentionnais, match qui s'est terminé en prolongation. Mais pour la grande majorité de cet affrontement-là, les États-Unis étaient dans le siège du conducteur. Et ça a paru en prolongation avec Quinn Hughes qui a remis les pendules à l'heure et qui, après avoir été absent aux Four Nations, justement, inscrit son nom dans l'histoire de son côté. Canada a 3 joueurs avec plus de points que le meilleur pointeur des États-Unis. Oui. Donc, McDavid, 13 points, Celebrini, 10 points, et McKinnon, 7 points. Oui, c'est ça, 7 points. Quelle performance de Celebrini à 19 ans d'ailleurs, je tiens à le rappeler. 1 an d'écart avec mon âge actuel est en mesure de fonctionner à un rythme de 2 points par match aux Olympiques. Ce gars-là est ridicule. Tout simplement, c'est une machine à compter
tellement intelligent et il nous rappelle Sidney Crosby dans ses plus jeunes saisons. Vraiment, c'est un spectacle soir après soir. Et je pense qu'on peut déjà donner le MVP du tournoi à Connor McDavid, qui est à 13 points. Je le disais, le joueur avec le plus de points chez les États-Unis est à 7. Quinn Hughes avec 7 points. Donc, écoute, à moins d'une performance... Je crois que tu oublies un facteur extérieur en Connor Hellebuyck. Oui, c'est ça que j'allais dire, exactement. Avec une victoire des États-Unis, le MVP, dépendamment de la performance d'Hellebuyck, mais le MVP lui reviendrait certainement 1,23 buts par match, 947 de pourcentage d'arrêt, comparé à Binnington que lui a 1,74 buts par match et 914 de pourcentage d'arrêt. Donc on voit, c'est les statistiques qui parlent. Hellebuyck garde les États-Unis dans ce... Hellebuyck joue... la pierre angulaire de leur système merci. défensif. Lors de leur match plus serré, a tenu le fort avec les belles opportunités des autres équipes. Et pour un Connor Hellebuyck qui traîne une réputation d'être un joueur qui a tendance à ne pas offrir le meilleur de lui-même dans les matchs à haut enjeu, eh bien, il est en train de remettre au silence les gens qui l'ont remis en doute. Et Connor Hellebuyck a été un gardien sensationnel dans ce tournoi-ci. Si les États-Unis devaient l'emporter demain à moins d'un match de 8-7, Connor Hellebuyck devrait remporter le Most Valuable Player si les États-Unis se tirent de Milan avec la médaille d'or. Il devra affronter les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et écoute, je pense que le Canada ont peut-être le top 4 de la Ligue nationale et ils ont 4 joueurs meilleurs que le meilleur joueur des États-Unis en McKinnon, McDavid, Celebrini et Cale Makar. Écoute, Hellebuyck devra affronter cette équipe-là qui est des fois qui a l'air injuste malgré les performances qu'il livre, qui des fois donnent des frousses aux partisans canadiens. Oui. Notamment face à la Tchéquie, particulièrement en début de rencontre, avant la blessure à Sidney Crosby, les joueurs canadiens ne paraissaient pas du tout à l'aise. On dirait qu'à partir du moment où leur capitaine a dû quitter la rencontre, on les a sentis se dire « Bon, je dois être 10% meilleur, 15% meilleur. » Chacun des joueurs a hissé son jeu d'un cran et c'est pour ça qu'on a été en mesure d'arracher une victoire aux Tchèques qui ne l'ont pas donné facile aux Canadiens. Surtout avec 7 joueurs sur la patinoire. Évidemment, c'est un appel douteux, mais malgré tout, le Canada qui s'en est emporté, qui l'a emporté à un fil, soyons honnêtes. La Tchéquie qui avait offert une solide prestation tout au long de la rencontre. Évidemment, l'entraîneur en chef qui sort dans les médias pour dire « J'ai l'impression d'affronter 6 joueurs constamment du côté du Canada. Les arbitres ne veulent pas appeler une pénalité en notre faveur. » Très unique pour un joueur qui avait vu un entraîneur qui avait vu le plus gros call de la partie tomber en sa faveur, justement, avec les 6 joueurs sur la patinoire. Mais une autre clé du côté des États-Unis sera de maintenir un système de jeu défensif qui sera efficace. On s'attend à ce que des joueurs tels Noah Hanifin, Jacob Slavin, Brock Faber viennent limiter les opportunités adverses, que la défensive demeure étanche, tandis qu'on laisse le plancher de danse à Quinn Hughes et Zach Werenski pour faire leur impact de l'autre côté en envoyant des rondelles au filet de Jordan Binnington. T'en parlais, ça c'est un autre sujet qui entoure les Olympiques, c'est les blessures. Oui. Sidney Crosby, on l'a vu, qui va... en fait, on ne sait pas encore s'il va jouer demain. Mais sinon, Kevin Fiala, qui est blessé et qui va maintenant manquer le reste de la saison. Oui, Josh Morrissey également, qu'on a vu être sur la touche à partir du premier match. Il devra passer sous le bistouri bientôt. On a eu des annonces ce matin. Mikko Rantanen, qui devra manquer des semaines d'action, ne sera probablement pas de retour d'ici aux séries d'après-saison. Donc, tout de même, une perte importante pour les Stars de Dallas. Et c'était la crainte numéro 1 des directeurs généraux à l'approche de Milano Cortina. On tentait de limiter les blessures au maximum de nos capacités. Mais évidemment, ces joueurs-là sont compétitifs. La qualité de la glace n'est peut-être pas à son summum et de nombreux joueurs sont tombés au combat. C'est ça qui s'est passé la dernière fois qu'il y avait eu des Jeux olympiques avec des joueurs de la Ligue nationale. Il y a eu des blessés, il y a eu on va le dire en bon québécois, du chiolage du côté des directeurs généraux dans la Ligue nationale. Et mystérieusement, les joueurs ne pouvaient plus participer aux Jeux olympiques ensuite. Écoute, est-ce que ça va arriver encore? On ne l'espère pas parce que ça nous a donné du très bon hockey à se mettre sous la dent au lieu du match des étoiles. Oui. Mais écoute,
Il y a des blessures au hockey, ça arrive, et c'est du hockey compétitif, comme on le dit. Donc, Non, le succès du hockey international a été hyper concluant autant l'an dernier avec la confrontation des 4 nations que les Olympiques cette saison. Et disons que les amateurs vont manger leur pain noir quand le match des étoiles sera de retour en février prochain et qu'on n'aura pas droit à du hockey international pour une 3e année de suite. Disons que le contraste va être assez élevé, merci. Donc, on profite du hockey olympique pendant qu'on en a, l'international aussi, malgré qu'on ait le championnat du monde à chaque saison. Plusieurs joueurs sont absents dans cette compétition-là et elle n'a pas la même étoffe. Donc, un dernier duel olympique à se mettre sous la dent. Demain, dimanche, à 8h10, le Canada face aux États-Unis. C'est un duel que vous ne souhaitez pas manquer. Après cet affrontement-là, nous aurons droit à 3 jours de pause de la part de la Ligue nationale de hockey et les joueurs seront de retour en action mercredi prochain à 9 jours de la date limite des transactions. Et aujourd'hui, nous tenions à observer les candidats principaux qui pourraient intéresser les directeurs généraux qui souhaitent améliorer leur alignement en vue des séries d'après-saison. Donc, nous avons énoncé 7 candidats au total qui pourraient se voir changer d'adresse d'ici au 6 mars. Et nous allons débuter avec Vincent Trocheck. Écoute, moi, je le verrais bien avec le Wild du Minnesota. On a vu justement, on en parlait de l'équipe américaine, Bill Guérin, le directeur général du Wild et le sélectionneur de l'équipe américaine. On sait qu'il l'aime, Vincent Trocheck, il a décidé de le prendre dans son équipe et on sait que le Wild est prêt à aller chercher des joueurs pour possiblement gagner maintenant au lieu de se préparer pour le futur. Oui. Donc, évidemment, on en parlait, il y a un peu de problème de profondeur chez le Wild au niveau du centre. Oui. Et ils ont aussi des problèmes au niveau du cercle de mise au jeu. Ce que Vincent Trocheck est très bon pour les mises au jeu. Oui. Donc, ça serait une bonne acquisition à aller chercher. Surtout maintenant qu'ils n'ont plus Marco Rossi qui a été échangé dans l'échange de Quinn Hughes. Ouais. Je partage son opinion au niveau du Minnesota. On doit se saisir d'un deuxième centre si on veut véritablement représenter une menace dans l'Ouest, particulièrement avec la division centrale où on devra se frotter au Colorado et ou à Dallas lors des 2 premiers tours éliminatoires. Et du côté de Vincent Trocheck, tu le mentionnais, a obtenu la bénédiction de Bill Guérin au-dessus des joueurs tels Jason Robertson, Cole Caulfield, Alex DeBrincat, Alex Stock. Bref, la liste est longue. Et du côté du Wild, c'est un contrat qu'on pourrait être en mesure de prendre sous notre aile, 5,625 millions pour les 4 prochaines années. Donc, pour un joueur qui peut en apporter autant, comme tu le mentionnais, un pilier au cercle des mises en jeu, une production tout de même assez satisfaisante cette saison avec des Rangers de New York défaillants, 36 points en 48 matchs. On doit se saisir d'un centre de qualité du côté du Wild. Pas nécessairement un premier centre entre Vincent Trocheck, mais d'obtenir un 1-2 punch avec Trocheck lui-même et Joel Erikssonek pourrait représenter la clé du succès du Wild si on veut effectuer un bout de chemin en série. Et avec l'agressivité de Bill Guérin lors de l'échange de Quinn Hughes, c'est ce à quoi je m'attends. Sinon, j'avais noté les Hurricanes de la Caroline qui eux aussi doivent se saisir d'un deuxième centre s'ils veulent véritablement représenter une menace de leur côté du bracket. Parce qu'avec les Hurricanes, leur système de jeu est bien connu. On mise énormément sur l'échec avant et le volume de tirs amenés au filet, mais certaines des occasions du haut de l'enclave ne représentent pas le plus grand danger. Donc d'ajouter un véritable deuxième centre pour dynamiser cette unité offensive-là, particulièrement aux côtés d'un fabricant de jeu comme Nikolai Ehlers, pourrait représenter la solution qui les amène jusqu'en finale de la Coupe Stanley et peut-être même l'emporter après des années où on a mangé notre pain noir. Sinon, en tête de liste, ça va peut-être te surprendre, j'avais noté le Utah Mammoth, puisque cette équipe-là est dans une situation très semblable à celle des Canadiens de Montréal au moment où on se parle, est en pleine émergence, présentement confortablement dans une place en série, et je le mentionnais, Vincent Trocheck, tout de même dans la fleur de l'âge encore, peut offrir du très bon hockey et est sous contrat pour les 4 prochaines années. Du côté du Wild, on fait confiance à Barrett Hayton à titre de deuxième centre. Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'on veut pour faire un bout de chemin en série? Je ne le crois pas, et on a tous les espoirs et les choix de repêchage du monde pour aller chercher un gros poisson sur le marché. Et je crois que Vincent Trocheck est l'option la plus plausible. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, c'est très intéressant ce que tu disais. Les Hurricanes, tu sais, puis le Mammouth, c'est des équipes qui veulent
évidemment améliorer leur équipe s'ils veulent aller prendre un joueur tel Vincent Trocheck. Et on parle beaucoup d'équipes qui ont des problèmes de profondeur au niveau du centre. Oui. Donc ça va sûrement se jouer là. Et si je me trompe pas, Vincent Trocheck a une clause de non-échange dans ce Ouais, il y a une clause de non-échange qui ouais. est inclue dans son contrat. Puis écoute, c'est un contrat assez favorable, 5,6 millions pour un joueur qui est bon comme lui. Écoute, c'est pas... c'est pas à négliger pour une équipe. C'est ça. Donc, reste à voir s'il va être échangé et qu'est-ce qui va se passer pour surtout le début de la reconstruction des Rangers qui vont aller chercher des jeunes, des choix au repêchage. Je serais pas surpris que Vincent Trocheck reste à New York pour l'entièreté de la saison et que par la suite on considère un échange au fil de la saison morte. Mais en même temps, tellement d'équipes tentent de gagner cette saison, très peu d'équipes sont en reconstruction et c'est un centre justement probablement la position la plus importante au hockey. J'ai envie de te dire pour ce qu'on est en mesure d'apporter du côté des 200 pieds de la patinoire. Donc Vincent Trocheck qui sera certainement un nom à retenir à la date limite des transactions. Par la suite, on en avait noté un deuxième, toutefois pas du tout dans la même situation, en Shane Wright, qui connaît un début de saison en dents de scie avec le Kraken, 22 points en 56 rencontres, toujours 2 ans à faire sur son contrat recru. Ouais. Et du côté de Shane Wright, on peut peut-être parler d'un changement, change of scenery, un changement d'adresse qui pourrait lui être bénéficiaire cette saison. Où est-ce que tu le vois peut-être arriver? Ben, moi j'avais noté les Jets de Winnipeg. Oh wow! Oui, les Jets qui, écoute, je dirais pas qu'ils sont pas mathématiquement éliminés des séries, sont loin des séries, évidemment. Leurs probabilités sont extrêmement restreintes. Oui, puis je pense que s'ils veulent peut-être une chance de remonter cette année ou peut-être se donner de l'espoir pour l'année prochaine et les prochaines années, aller chercher un jeune joueur comme lui, 22 ans, évidemment, le contrat d'entrée qui, tu le disais, il reste un peu moins de... il reste 2 ans, en fait. Ouais. Ce contrat-là, qui évidemment va coûter plus cher lorsqu'il va être fini, et le Kraken vont vouloir aller chercher quelque chose d'une assez bonne valeur. Oui, c'est ça. Je pensais peut-être à peut-être Cole Perfetti ou un joueur tel. Ok, tu songes à un échange hockey. Un joueur pour joueur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était juste un exemple que je me disais, là, hypothétiquement. Ouais. Ben, je partage ton opinion à ce sujet-là. Je crois que c'est des équipes qui sont à l'extérieur du portrait des séries qui vont tenter de se saisir de Shane Wright à titre de projet de réclamation. De mon côté, j'avais noté notamment les Rangers. On peut songer à un échange hockey avec Alexis Lafrenière, une possibilité qui avait été énoncée par Elliot Friedman. Sinon, les Flyers de Philadelphie et les Preds de Nashville étaient aussi sur ma liste. Du côté des Flyers, on souhaite se saisir d'un premier centre pour le futur. Shane Wright, malgré une production en deçà des attentes, dispose toujours de ce potentiel-là si on le place aux côtés d'armes qui pourraient véritablement lui permettre de produire à la hauteur de son talent. Et du côté de Nashville, eh bien, on souhaite se saisir d'un véritable espoir qui pourrait être un future line driver, si je peux le dire comme ça. J'ai fait un enregistrement en anglais ce matin, c'est pour ça que mes expressions me reviennent sur le bout de la langue. Mais du côté de Nashville, on veut améliorer notre banque d'espoir ou de jeunes talents, et je crois vraiment que Shane Wright pourrait représenter une solution potentielle. Peut-être qu'il y a des partisans du Canadien qui le voudraient parce qu'ils ont déjà son chandail. Ouais, c'est ça. Ouais, pour faire brève mention de l'histoire, Shane Wright qui avait été frustré par les Canadiens de Montréal qui avaient préféré sélectionner Juraj Slafkovský au premier rang du repêchage 2022, et cette sélection-là qui paraît très logique au moment où on se parle, mais Shane Wright qui ressent encore une pointe d'amertume envers Kent Hughes et l'état-major du CH. Sinon, on avait noté un joueur nommé Nazem Kadri. Du haut de ses 35 ans, Kadri qui a obtenu 39 points cette saison en 56 rencontres. Toutefois, 4 ans, toujours restant à son contrat à une masse salariale de 7 millions de dollars. Où est-ce que tu le verrais potentiellement atterrir? J'ai dit possiblement les Canadiens. Oh wow! Écoute, il y a beaucoup de spéculations autour de ça. On l'a vu sur les médias sociaux, peut-être des fois dans les journaux, que les Canadiens pourraient peut-être être intéressés en Nazem Kadri, qui évidemment amènerait de la profondeur au centre et aussi un certain âge et de l'expérience dans l'équipe. Nazem Kadri, son contrat, tu l'as dit, 7 millions qui va se terminer en 2029 en termes d'agent libre sans compensation. Ouais. Aussi, c'est important de noter que Nazem Kadri a une liste parce qu'il y a
il y a une liste de 13 équipes auxquelles il ne veut pas être échangé et le Canadien ne fait pas partie de cette liste-là. Intéressant. C'est un centre qui pourrait pousser l'équipe à aller plus loin en série, que ce soit cette année ou dans les années à futur. Dans les années à venir. Écoute, il est encore capable de marquer, tu l'as dit, 39 points. C'est un vétéran qui amène de l'expérience à l'équipe. Ça pourrait vraiment être une belle acquisition pour les troupes de Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je l'avais pas noté comme un candidat prioritaire pour les Canadiens de Montréal parce que je considère que le noyau du top 6 c'est déjà bien établi avec l'émergence d'Oliver Kapanen et du côté de Nazem Kadri, c'est tout de même un contrat assez lourd duquel on devrait se saisir. Quand on considère que le Canadien aura une fenêtre ouverte, peut-être pour les 10 voire 15 prochaines années pour remporter la Coupe Stanley, je ne le vois tout simplement pas être aussi agressif cette saison. Je crois que Kent Hughes va passer son tour et limiter le risque avec un Nazem Kadri potentiel. J'avais noté des équipes telles que le Wild, les Hurricanes, évidemment, un peu le même profil que Vincent Trocheck à titre de deuxième centre qui amène du papier sablé, de la robustesse en plus d'être un bon pointeur. J'avais aussi noté les Stars de Dallas et les Bruins de Boston. Du côté des Stars, il y a une grande partie de la masse salariale qui est libérée par la blessure de Tyler Seguin. On parle de 9,85 millions qui demeure disponible. Donc, du côté des Stars, c'est certainement un contrat dont on pourrait se saisir. Et justement, on pourrait ajouter du punch à l'attaque et de la robustesse dont Jim Nill et Glenn Golodzon parlent si souvent. Ça les pousserait aussi encore pour la Coupe Stanley s'ils veulent aller la chercher. Ouais, il faut vraiment qu'ils battent l'Avalanche, en fait. Exact. Et du côté de Dallas, je crois qu'on va être hyper agressif à la date limite des transactions. Je crois qu'on pourrait peut-être penser à un échange où tous deux, de Blake Coleman et de Nazem Kadri, sont échangés à Dallas. Blake Coleman, qui est natif du Texas. On a entendu des rumeurs au fil de la pause olympique que Blake Coleman avait déménagé une grande partie de son stock à Dallas. Donc, il serait intéressant de voir s'il s'établit véritablement avec l'équipe. Et sinon, du côté des Bruins, eh bien, à mon avis, on est à un centre numéro 1 de véritablement être compétitif. On a une belle brigade défensive, un gardien partant établi en Jeremy Swayman et des belles munitions à l'attaque en Pasternak, Geekie, Zaka et Milstad. Bref, d'ajouter un joueur à ce noyau-là pourrait ramener les Bruins dans le portrait éliminatoire plutôt qu'on ne l'aurait prévu. Mais il faut faire attention avec les Bruins parce que je pense que même avec, si évidemment ils vont chercher Nazem Kadri, je les vois pas en tant qu'aspirants. Non, moi non plus par contre. Et écoute, il faut pas qu'ils donnent trop pour aller chercher un joueur qui va pas leur faire gagner la coupe. Puis il faut qu'ils gardent quelques réserves pour les années à venir, ça c'est sûr. À mon avis, du côté des Bruins, il y a une acquisition qui pourrait véritablement les ramener dans le portrait des aspirants, c'est Robert Thomas. Okay. Si ce joueur-là devait devenir disponible, on parle d'un des meilleurs fabricants de jeux de la Ligue et le duo avec Pasternak serait tout simplement électrique, en plus d'un bon compteur en Morgan Geekie. Et comme je te le mentionnais, notre top 4 défensif est déjà très établi du côté de Boston. Et quand tu considères que Pasternak, 29 ans, McAvoy, 27 et Jeremy Swayman, 26, entrent tous dans leur prime, peut-être est-ce que tu tentes justement d'y aller all-in avec ce core-là. C'est une question qui se pose sincèrement. C'est sûr que Kostudinov, c'est pas leur centre numéro 1 du futur. Est-ce que tous les centres sont en mesure de marquer 4 buts face aux Rangers de New York? Marat Kostudinov peut certainement s'en vanter. Et sinon, le dernier attaquant qu'on avait nommé, Ryan O'Reilly, qui fonctionne à un rythme de près d'1 point par match cette saison, 56 points en 57 rencontres, et qui, lui, a un contrat en or, 4,5 millions pour la saison à venir, mais aussi celle qui suit. Donc, Ryan O'Reilly, où est-ce que tu pourrais le voir atterrir? Écoute, Ryan O'Reilly a dit à maintes reprises que il n'était pas prêt à être échangé puis aller dans une autre direction que celle des Prédateurs. Il n'y a pas une clause de non-mouvement sur son contrat, mais les Prédateurs vont agir comme s'il y en avait une. Oui. Donc, moi, j'ai dit qu'il marcherait bien avec l'Avalanche du Colorado. Oh, un retour. Oui, c'est ça, un retour. Il a été repêché, par Colorado. Il a joué 427 matchs avec cette équipe-là. Évidemment, il y aurait un rôle moins important qu'avec les Prédateurs parce qu'il serait probablement sur le troisième trio derrière McKinnon et Brock Nelson. Dwayne the Brock Nelson. Donc, je le verrais bien se réinstaller avec son ancienne équipe qui pourrait aller chercher un autre gros coup pour vraiment se situer en bonne position pour
pour la Coupe Stanley cette année. Ouais, pour être en mesure de vaincre Dallas, Minnesota. De mon côté, j'avais nommé encore une fois la Caroline, le Minnesota. C'est des équipes qui ont besoin d'un deuxième centre et qui saliveraient pour un Ryan O'Reilly, disposent d'une belle banque de choix au repêchage et ou d'espoir pour s'en saisir. Les Bruins, un peu le même profil que Nazem Kadri. Est-ce qu'on souhaite y aller all-in avec Don Sweeney? La question se pose. Sinon, j'avais noté les Red Wings et les Capitals. Du côté des Wings, c'est présentement Andrew Copp qui occupe le positionnement de deuxième centre, mais l'équipe est confortablement assise dans une position en série. Donc, évidemment, d'ajouter un Ryan O'Reilly qui pourrait dynamiser l'attaque en plus d'être le master des mises au jeu du côté des Red Wings, ça pourrait se révéler la solution pour battre le Canadien au tour 1 et éventuellement d'autres équipes dans le futur. Du côté des Caps, c'était plus une acquisition pas nécessairement à titre de rental, considérant que Ryan O'Reilly a toujours 2 ans à venir à son contrat, mais on tente d'y aller, de tout mettre nos yeux dans le même panier pour la dernière saison d'Alex Ovechkin, potentiellement. Donc, une acquisition qui pourrait être intéressante du côté de Washington. J'avais noté les Red Wings aussi. Écoute, t'en parlais de battre les Canadiens au premier tour cette année, mais il faut aussi qu'ils espèrent battre le Canadien dans les années à venir. Oui. Et prendre le devant dans la division atlantique dans le futur pour se rendre en finale ou quoi que ce soit, pour dominer cette division-là. Et Dieu sait que Steve Yzerman n'est pas le meilleur pour prolonger certains de ses éléments avec certains contrats absolument faramineux qui furent accordés à des contributeurs de soutien. Donc, peut-être se saisir d'un Ryan O'Reilly dont la valeur est presque sûre par la voie de transaction. Donc sinon, maintenant, on arrive avec les défenseurs. On en avait noté 2. On va débuter avec Dougie Hamilton, qui connaît une saison assez difficile avec les Devils du New Jersey. Ouais. 21 points en 52 rencontres, a été laissé de côté à quelques reprises et a toujours un contrat, encore une fois, faramineux, avec 9 millions de dollars par année au fil des 3 prochaines années. Où est-ce que tu le vois peut-être se diriger? C'est un contrat lourd pour les Devils. Moi, je verrais bien une réunion avec les Hurricanes de la Caroline. On en parle avec beaucoup de joueurs. Les Hurricanes, écoute, il y a eu un contrat en 2022. Il s'est fait offrir un contrat un bon contrat, 9 millions, par les Devils. Mais ça s'est fini entre de bonnes mesures avec son ancienne équipe. Oui. Je le verrais bien. Écoute, c'est sûr que ça serait pas une amélioration telle Quinn Hughes, mais c'est tout de même une amélioration pour une équipe qui tente de se rendre en finale de la Coupe Stanley en les Hurricanes de la Caroline. Puis ça permettra aux Devils de se défaire de ce mauvais contrat après une saison en deçà des attentes de tout le monde. Donc, écoute, il donne aussi des bons signes. On le voit jouer, il donne de bons signes qui est capable encore de jouer et de produire. Donc, ce serait une belle acquisition pour les Hurricanes. Qu'est-ce que tu en penses? Probablement qu'on devra retenir une partie de son salaire du côté d'Eric Tolsky si on souhaite aller chercher Dougie Hamilton. Ça, c'est sûr, parce que 9 millions, c'est quand même beaucoup. Oui, amplement. Mais je crois pas que la priorité des Canes se situe au niveau de la défensive, considérant que pour l'avantage numérique, on a déjà notre corps arrière en Shane Gostisbehere. Je crois vraiment qu'on devra placer notre priorité sur le deuxième centre. Donc, je vois les Canes se passer des services de Dougie Hamilton. Personnellement, j'avais noté 2 équipes en San Jose et Utah. Du côté de San Jose, les rumeurs ont énoncé que l'an dernier, Mike Grier avait tenté de faire son acquisition au cours de l'été, mais Dougie Hamilton avait refusé d'être envoyé à San Jose. Toutefois, au moment où on se parle, les Sharks sont au plus chaud de la lutte pour une positionnement en série. Donc, est-ce que Dougie Hamilton pourrait changer son fusil d'épaule? La question se pose. Évidemment, du côté des Sharks, on ne dispose pas d'un véritable défenseur numéro 1. On repose notre confiance sur Dimitri Orlov, John Klingberg, qui est le corps arrière de l'avantage numérique au moment où on se parle. Évidemment, Dougie Hamilton, qui serait une amélioration considérable. Et du côté de Utah, je crois tout simplement qu'on pourrait garnir notre côté droit de la défense un petit peu plus. On donne énormément de minutes de jeu à Mikhail Sergachev, mais à droite, on fait confiance à Sean Durzi et John Marino au niveau du top 4. Donc, Dougie Hamilton qui pourrait venir ajouter de la profondeur à cette équipe qui devrait faire les séries cette saison. Mm-hmm. Donc, du côté du Mammoth, on a énormément de place sur la cap salariale pour l'accueillir. Mm-hmm. Donc, hâte de voir si le Mammoth pourrait se montrer agressif dans son cas. Sinon, on avait noté un autre défenseur en Justin Falk, du haut de ses 33 ans, connaît
une resurgence, tout simplement 30 points en 57 rencontres, dont 11 buts. Et du côté de Justin Falk, un contrat un peu plus abordable que celui de Dougie Hamilton, 6,5 millions pour les 2 prochaines saisons. Qu'est-ce que tu penses de Justin Falk? Justin Falk a plus de 1000 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Oui, un défenseur aguerri. C'est ça, c'est un vétéran hors pair qu'une équipe voudrait bien aller récupérer. Oui. Moi, j'ai noté les Panthers de la Floride. Oh wow! Écoute, les Panthers, leur saison n'est pas finie, surtout maintenant que Matthew Tkachuk est de retour. Ils vont vraiment pouvoir pousser pour aller chercher une place en série, même s'ils sont derniers dans l'Atlantique en ce moment. Ouais. C'est tout de même assez serré à ce niveau-là. Mais les Panthers, écoute, c'est maintenant ou jamais s'ils veulent faire les séries cette année. Et ils pourraient bien remplacer Jeff Petrie qui joue pas son meilleur hockey en ce moment en défense. Ses meilleures années sont derrière lui. Oui, c'est ça. Jeff Petrie en est à ses derniers 1000 dans le circuit Bettman. Et c'est ça. Donc c'est maintenant ou jamais, surtout qu'il y a un retour potentiel un retour de Matthew Tkachuk avec l'alignement qui va vraiment pouvoir pousser l'équipe. Ben écoute, je me répète, je dis exactement ce que je viens de dire, mais... Ouais, mais je comprends le fondement de ta pensée. Toi, t'en penses quoi des Panthers s'ils veulent aller chercher une 3e Coupe Stanley de suite? Je dois t'avouer que je les avais pas nécessairement observés comme candidats potentiels, parce que à 10 points du portrait des séries, disons que les probabilités ne sont vraiment pas en leur faveur. Évidemment, le retour de Matthew Tkachuk qui va contribuer à cette poussée-là vers les séries, mais Alexander Barkov, la pierre angulaire de leur équipe, qui ne sera probablement pas en santé d'ici au début du bal printanier, ça va évidemment être quelque chose qui pourrait les couler au fil des 6 semaines qui sont restantes à la saison. Personnellement, j'avais noté les Stars de Dallas. À mon avis, ils devraient saliver sur un profil comme celui de Justin Falk, qui est efficace des deux côtés de la patinoire, peut apporter évidemment de la production offensive, 11 buts derrière la cravate cette saison, mais aussi une présence de vétéran, un leader dans le vestiaire, en plus d'être un bon contributeur du côté de la défensive. Si les Blues sont en mesure de retenir 50% de son salaire, Jim Nill devrait être le plus agressif possible pour s'en saisir. Aux côtés de Thomas Harley, viendrait vraiment améliorer le top 4 du côté de Dallas et nous pousser dans cette véritable catégorie des aspirants à la Coupe Stanley. J'avais aussi les Red Wings et les Sénateurs en tête de liste. Du côté des Wings, on pourrait solidifier notre top 4 derrière Simon Edvinsson et Moritz Seider. C'est mince au moment où on se parle, donc on pourrait se garnir d'un défenseur d'expérience qui vient mentorer certains de nos plus jeunes loups. Tandis que du côté des Sénateurs, les rumeurs ont envoyé Mackenzie Weegar à Ottawa toute la saison, et malgré qu'on soit loin d'une place en série au moment où on se parle, avec le retour de Linus Ullmark, on tentera de se mettre sur une pente ascendante pour avoir les probabilités de notre côté, et Justin Falk pourrait représenter un candidat de choix du côté de la défensive. Et finalement, le dernier candidat, un jeune gardien du côté du Wild qui pourrait être inclus dans un échange si on tente d'être véritablement agressif envers la Coupe Stanley cette saison du côté de Bill Guérin. Jesper Wallstedt, 23 ans, 23 rencontres à son compte cette saison, 14 victoires, 5 défaites et 4 en prolongation, une efficacité de 914 et une moyenne de 2,68. Où est-ce que tu le vois potentiellement être transigé? Je le verrais bien dans une équipe qui a des problèmes au niveau des gardiens aux Blues de Saint-Louis. Donc, un Jordan Binnington qui joue bien avec le Canada, qui joue bien quand ça compte, mais qui n'a pas la meilleure saison avec les Blues de Saint-Louis. Écoute, Jordan Binnington, c'est pas le plus jeune non plus. Il pourrait peut-être aller vers l'avant et aller chercher un gardien en Jesper Wallstedt qui serait leur gardien du futur. Et cet échange-là serait bon aussi pour, tu le disais, le Wild qui, s'ils veulent, tu sais, j'ai dit go big en ce moment, genre y aller pour la Coupe Stanley. J'en parlais tantôt avec un Vincent Trocheck, possiblement. Écoute, est-ce qu'un échange avec des joueurs tels Brayden Schenn ou Robert Thomas serait possible? On ne sait pas, mais si ce l'est, écoute, ce serait un excellent coup de Bill Guérin et le Wild du Minnesota pour aller chercher un joueur qui va les pousser pour aller gagner peut-être la Coupe Stanley cette année.
Tu me surprends avec certains des candidats que tu présentes. Les Blues n'étaient pas du tout sur ma liste. Évidemment, le fit qui pourrait exister avec Jordan Binnington qui prend en âge. Mais du côté de Doug Armstrong et des Blues de Saint-Louis, je crois qu'on pose notre confiance en notre jeune gardien auxiliaire Joel Hofer qui connaissait une belle montée avant la pause olympique. Donc, est-ce qu'on va vouloir mettre tous nos œufs dans le même panier et vraiment s'assurer d'un tandem d'enfer pour le futur en ajoutant Jesper Wallstedt? La question se pose certainement, mais du côté des Blues, plusieurs de nos joueurs sont sur le marché. Tu mentionnais Braden Shen, ça fait plusieurs dates limites des transactions qu'on en entend parler. Sinon, Robert Thomas et Jordan Kyrou qui ont émergé sur cette liste-là. Donc, est-ce qu'on pourrait voir Wallstedt à Saint-Louis? La question se pose. Évidemment, c'est un rival de division. Ouais. Donc, est-ce que ça complique un échange? On le verra bien, mais du côté de Wallstedt, certainement sur le marché pour les Blues. De mon côté, j'avais noté les Sénateurs, les Flyers et les Kings. C'est des situations de gardiens qui sont très fragiles au moment où on se parle. Du côté des Sénateurs, on a un Linus Ullmark qui, notamment, prend de l'âge, mais a connu un début de saison tout simplement désastreux. Depuis son retour de sa pause de santé mentale, semble être vraiment en forme, mais du côté des Sens, son contrat est tout de même assez faramineux. Il nous coûte 8 millions de dollars pour les 4 prochaines saisons. Donc, est-ce qu'on veut assurer l'avenir avec un Jesper Wallstedt? Du côté des Flyers, malgré que j'aime beaucoup Dame Vladar, je ne crois pas qu'il représente un véritable gardien numéro 1 dans le circuit Batman. Et justement, d'échanger Samuel Ersson qui pourrait bénéficier d'un changement d'adresse, soyons honnêtes. Je vois bien un échange avec les Flyers. Ersson qui pourrait être l'auxiliaire à Philippe Gustafsson, je crois qu'il serait excellent dans ce rôle-là, tandis que Jesper Wallstedt pourrait voir plus d'action entre les poteaux du côté des Flyers. Pardonnez-moi, la fatigue qui m'accapare. Et du côté des Kings, eh bien Darcy Kemper déjà à 35 ans, connaît une saison un petit peu plus difficile par rapport à l'an dernier où il était un finaliste au trophée Vezina. Donc, est-ce qu'on veut, encore une fois, assurer l'avenir avec Jesper Wallstedt? La question se pose et je vois les Kings potentiellement comme des candidats à l'achat de Wallstedt. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, c'est un gardien qui va vraiment hausser les compétences entre les poteaux pour n'importe quelle équipe. C'est un jeune gardien, 23 ans seulement, avec un contrat assez favorable, même s'il se termine l'année prochaine. C'est un gardien qui va vraiment améliorer n'importe quelle équipe à ce niveau-là. Sans l'ombre d'un doute. Donc, c'est ce qui vient compléter notre segment des candidats potentiels aux échanges. On va maintenant se diriger et dresser notre top 10 des centres de la Ligue nationale de hockey et les placer dans une liste à 3 paliers. Léo, est-ce que tu peux nous les présenter? Donc, on a mis 3 paliers. Donc, le premier palier consiste de l'élite de la Ligue nationale. Oui. Donc, vraiment les meilleurs joueurs au plus haut de leur capacité. Les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, on va dire ça comme ça. Oui. Le deuxième palier, c'est un premier centre étoile. Donc, un premier centre qui serait un premier centre dans pas mal toutes les équipes de la Ligue nationale, si on exclut évidemment les superstars. Bref, vous me comprenez. Troisième palier, ça va être un premier centre qui est premier centre dans son équipe, mais que dans une autre équipe championne ne le serait pas. Comme je mentionnais tantôt, Nick Suzuki ferait partie de ce palier-là, selon moi. Commence-nous avec ton premier. Ouais, je tiens simplement à apporter un détail. Leon Draisaitl ne se retrouvera pas sur cette liste-là, considérant qu'il n'est pas le premier centre des Oilers d'Edmonton. Évidemment, le serait sur environ 29 autres formations de la Ligue nationale de hockey, mais les Oilers ont cet embarrassement-là de laisser Leon Draisaitl sur le deuxième trio. Donc, je vais débuter avec le candidat le plus évident, Connor McDavid. 96 points en 58 rencontres cette saison. Meilleur compteur de la Ligue nationale. Est-ce que je dois véritablement expliquer mon rendement? Le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey depuis la saison 2011. Ouais. Il n'a débuté qu'en 2015. Donc, ça vient démontrer toute l'étendue de son talent. Le meilleur patineur que le hockey n'a jamais vu et probablement le joueur le plus talentueux. Il se saisit d'une place dans le premier palier avec les yeux fermés. Écoute, lui, il a même gagné un Conn Smythe même quand il n'a pas gagné la Coupe Stanley. C'est le cas de le mentionner, puis tu le disais, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, le meilleur patineur, il a des mains phénoménales, il a tout ce qu'il faut, puis c'est le meilleur joueur de la Ligue. Voilà. Il a amplement sa place dans ce palier-là. En deuxième place, moi je t'ai mis Nathan MacKinnon dans ce palier-là. C'est un autre joueur que je pense pas qu'on a à débattre là-dessus. Lui, cette année, a 89 points, si je me trompe pas. 93. OK, 93 points.
C'est le deuxième meilleur joueur de la ligue et il combat pour le trophée Hart avec lui qu'on vient de mentionner, Connor McDavid. Évidemment, il est plus gros, il est plus fort, mais Connor McDavid est tout de même meilleur. C'est Nathan MacKinnon qui est le premier centre, le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Oui. Nathan MacKinnon se saisit d'une place aussi dans le premier palier pour moi. Évidemment, c'est un game breaker. Un champion de la Coupe Stanley aussi, c'est un leader inné. On voit le feu dans ses yeux à chaque match. N'hésite pas à aller dans les coins pour distribuer de solides mises en échec. Et encore une fois, avec le Canada aux Olympiques présentement, a marqué le but le plus important du tournoi pour les Canadiens jusqu'à présent. Et Nathan MacKinnon, tellement dominant comme centre, rend ses coéquipiers meilleurs. Pendant tant d'années, a su améliorer des ailiers qui n'étaient pas nécessairement des contributeurs de premier plan. Et il continue de le faire soir après soir. Donc Nathan MacKinnon, deuxième centre de la Ligue. Avant que tu continues, est-ce que tu as un autre joueur dans ce palier-là, dans le Non. premier palier? Non. T'as pas d'autre joueur? Est-ce que t'en as, toi? Moi, j'ai mis Macklin Celebrini. Je t'écoute. Macklin Celebrini, en ce moment, on le voit même avec l'équipe Canada. En 2 années, il a 144 points en 125 matchs joués à seulement 19 ans. Oui. Je l'ai mis dans ce palier-là, mais on peut vraiment le mettre à la lisière de la frontière, si on peut dire ça comme ça. Il entre ce palier-là tout juste. Selon moi, c'est le 3e meilleur attaquant de la Ligue. C'est le 3e meilleur centre de la Ligue nationale. Il va fort probablement atteindre 100 points cette année. Il a déjà 81 points en 55 matchs joués. Puis j'en parlais des Olympiques. 10 points, 5 buts, 5 passes. Il démontre vraiment qu'il peut compétitionner avec les meilleurs joueurs au monde. Non, je partage l'entièreté de ce que tu énonces, à part que le considérer comme un troisième meilleur attaquant de la Ligue nationale. Je suis pas rendu là encore. Centre. OK. Ouais. Mais du côté de Macklin Celebrini, évidemment, tellement de talent. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt dans l'épisode, son QI hockey est sensationnel. Je tiens simplement à le voir en série ou dans un match à grands enjeux dans la Ligue nationale de hockey avant de vraiment pouvoir le placer dans ce tier-là. Mais comme tu le mentionnais, il en est déjà à la frontière et à 19 ans, c'est un exploit tout simplement qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 6 mois de ça avec Macklin Celebrini et il démontre l'étendue de son talent au monde entier. Donc là, maintenant, on entre dans la deuxième catégorie et je vais y aller avec, selon moi, le 4e meilleur centre de la Ligue en Alexander Barkov. Évidemment, difficile d'apposer un verdict sur son cas, considérant qu'il n'a disputé aucune rencontre cette saison, mais c'est un double vainqueur de la Coupe Stanley. A été tellement dominant pour les Panthers au cours du parcours en série 2025 de son équipe, notamment face aux Oilers, c'était probablement le meilleur joueur des Panthers et le meilleur joueur défensif de la Ligue nationale de hockey, du moins pour les attaquants, a plusieurs Selke à son nom pour le prouver et malgré tout maintient une production autour de 95 points par saison. En plus d'apporter de la robustesse, c'est un colosse Alexander Barkov et il remporte des mises en jeu. C'est le full package et je le voudrais à tout prix sur mon équipe. Exact, tu l'as dit, n'importe quelle équipe le voudrait, c'est un des joueurs les plus complets. Écoute, il n'y a pas de saison de 100 points derrière sa cravate, mais c'est le meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Je tiens à préciser une chose. Il y a plusieurs saisons où Alexander Barkov a été blessé, mais sur un rythme de 82 matchs, aurait été en mesure de dépasser le cap des 100 points. OK. Mais tout de même, c'est un joueur complet, un joueur gros et fort qui peut aller chercher la rondelle. Tu l'as dit, il est très bon sur 200 pieds. C'est un joueur que n'importe quelle équipe voudrait et il serait un centre numéro 1 dans pas mal toutes les équipes, sauf évidemment les équipes avec les équipes dont on a déjà mentionné les centres. Donc ton 5e joueur. 5e joueur, j'irais avec... en ce moment, j'irais avec Jack Eichel. Jack Eichel, cette année, est-ce qu'il va atteindre 100 points? Il a 68 points en 50 matchs. Écoute, il va vraiment falloir qu'il garde un excellent rythme s'il veut le faire. Oui. Il a une Coupe Stanley, il est physique, il a un tir, je vais dire un tir du tonnerre. Il a un excellent tir. Tout de même des bonnes mains. C'est un bon fabricant de jeu. On le voit en ce moment avec les États-Unis vraiment mener cette équipe-là et possiblement gagner le tournoi olympique. Reste à voir la finale demain. Qui est-ce que tu avais comme joueur si ce n'est pas celui-ci?
Ben, de mon côté, j'y allais toujours avec Sidney Crosby, évidemment, Ok. le parangon du leadership, mais je vais expliquer mon opinion sur Jack Eichel avant, pendant qu'on y est. Évidemment, l'un des meilleurs joueurs en transition dans la Ligue nationale de hockey à transporter la rondelle en zone neutre, et une fois qu'il s'établit en zone offensive, sa possession est assez impressionnante. On le voit parfois effectuer des cycles complets sans passer la rondelle en tentant de trouver la brèche dans la défensive adverse. Mais comme tu le mentionnais, c'est véritablement établi comme un leader. On en doutait à Buffalo parce que l'équipe ne connaissait pas de succès, mais maintenant, il a une Coupe Stanley à son nom et on se rend compte que le problème était du côté des Sabres et non de Jack Eichel lui-même. Donc, a vraiment un skill set assez unique. Comme tu le mentionnais, son tir est dévastateur quand il le décoche et il a développé sa confiance au fil des dernières saisons à envoyer sa garnotte au net. Donc, Jack Eichel, de mon côté, 6e meilleur centre de la Ligue nationale. Moi, j'y suis allé avec Sidney Crosby, comme je le mentionnais, modèle de leadership, et à 38 ans, continue de produire à un rythme de plus d'un point par match, une 20e saison consécutive qui s'annonce avec ce plateau-là du côté de Sidney Crosby. C'est une statistique qui me paraît absurde, mais elle est bien existante. Son intelligence au jeu qui rêve les yeux. On le voit notamment son revers dévastateur, mais ses edges dans le coin peut revirer sur un dissous et faire mal paraître ses adversaires malgré son âge avancé. Et il traîne les Penguins de Pittsburgh vers un positionnement potentiel en série, malgré que leur alignement soit bien en deçà de ce qu'on pourrait s'attendre pour une équipe qui participe au bal printanier. Ton opinion sur Sid the Kid? Ouais, c'était mon 6e choix. 59 points en 56 matchs à 38 ans cette année. Donc, c'est le meilleur pointeur de son équipe. Oui. Et il affirme qu'il est encore dominant dans la Ligue nationale. Il pousse son équipe en série. Ils sont présentement 2e au classement dans la métropolitaine. Ouais. Et écoute, Sidney Crosby, si on dressait un classement des meilleurs joueurs de tous les temps, ça serait lui qui est le plus élevé, qui joue encore. Oui, sans l'ombre d'un doute. Ça, c'est sûr. Il est en tête dans le top 10 de tous les temps. Ça, il va falloir en débattre. Bref. Sidney Crosby, oui, 1746 points, c'est au 8e rang dans l'histoire. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et c'est un joueur, des vétérans comme lui, que tu vas toujours pouvoir te fier sur lui. On pense aussi à Alex Ovechkin. C'est des joueurs qui ont été dominants toute leur carrière et qui le sont encore aujourd'hui. Oui. Il y a 3 Coupes Stanley et écoute... Non, les accolades sont vraiment toutes toutes de son côté. Sidney Crosby a complété le jeu du côté du hockey et pourrait potentiellement ajouter une médaille d'or demain matin. Ton 7e centre? Ah oui, 7e centre. Écoute, j'hésite très, mais je pense que je vais y aller avec le plus jeune en Jack Hughes. C'est-tu celui que tu avais en tête? Non, personnellement, Jack Hughes, je le laissais au 8e rang, okay. Mais je sais quel joueur tu vas avoir en 8e place aussi, donc je te laisse te lancer avant Jack Hughes. Bon, Jack Hughes, évidemment, dans sa carrière, il a été un peu embêté par des blessures, mais c'est tout de même un excellent scoreur, surtout cette année avec sa blessure mystérieuse lors d'un repas où il s'est coupé la main. Bref, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Jack Hughes, on le voit avec les États-Unis, surtout depuis son retour cette année, 39 points en 39 matchs. Ouais. C'est un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue, un des joueurs les plus électrisants. Et il est tellement plaisant à voir aller sur la patinoire. C'est un joueur que n'importe quelle équipe voudrait dans son alignement, ça c'est sûr. Puis écoute, il va vraiment nous montrer de ses flamèches parce qu'il est encore jeune dans sa carrière. Comme je le mentionnais du côté de Jack Hughes, je l'ai positionné au 8e rang de mon classement. Comme Léo le mentionnait, c'est un joueur électrique en transition. Dès que la rondelle est sur son bâton, les fans se lèvent de leur siège. On s'attend à un jeu extraordinaire à chaque fois que la rondelle touche sa palette. Comme je le mentionnais, un patineur hors pair et a développé son jeu défensif également. Donc, c'est vraiment établi dans ce top 10-là, malgré son âge tout de même assez jeune encore, Jack Hughes du sommet de ses 24 ans. Mais ce qui me fait juste un petit peu tanguer, c'est qu'on l'a très peu vu en série, ne participer qu'une fois aux séries d'après-saison et n'avait pas offert le meilleur rendement. L'an dernier, à la confrontation des 4 nations, je vais le dire franchement, avait été mauvais. Et cette année, aux Olympiques, a vraiment hissé son jeu d'un cran, notamment 2 buts hier face à la Slovaquie. J'ai hâte de le voir dans ce dernier match face au Canada pour qu'il puisse peut-être inscrire son nom dans l'histoire, surtout si les États-Unis l'emportent et qu'on puisse le considérer comme un joueur des grandes occasions. Mais en 7e position, j'avais placé un joueur qui
est probablement le meilleur dans son art au moment où on se parle, Austin Matthews, un franc-tireur né. Évidemment, les points d'interrogation sont grands avec Austin Matthews. Est-il un joueur des grandes occasions? On l'a très peu vu en série avec les Leafs de Toronto, a très régulièrement déçu. Mais combien de marqueurs de 60 buts, et ce, à de multiples reprises, peut-on véritablement retrouver dans la Ligue nationale? Il a brisé la disette du circuit Batman en 21-22 en inscrivant 60 buts, le premier depuis Stamkos en 2012, et depuis une saison de 69 buts derrière la cravate. Les 18 derniers mois ont été un petit peu plus complexes pour AM34, mais j'ai confiance de le voir redorer son blason prochainement. Les Leafs qui connaissent une saison tout simplement défaillante. Si Toronto est en mesure de revenir sur le droit chemin, eh bien Austin Matthews en sera la raison principale et un candidat au Selke saison après saison. Donc Austin Matthews au 7e rang pour moi. C'est sûr qu'il ne joue pas son meilleur hockey en ce moment. Même avec les États-Unis, il ne joue pas son meilleur hockey en ce moment. Mais c'est quand même... Il y a quand même 2 saisons de plus de 100 points. Tu mentionnais ces saisons de 60 buts. Il y a 3 Rockets depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est encore le meilleur buteur de la Ligue nationale? Là, la question se pose. Mais... Qui est-ce que tu amènerais comme candidat opposé? Ben, moi, je parlais buteur comme... Ah, en termes de production, oui, point. C'est ça. D'accord, oui, je peux comprendre. Mais si on parle juste de but, là, je crois qu'il est tout de même encore le meilleur buteur. Le meilleur franc-tireur. Le meilleur franc-tireur, merci, de la Ligue. Même s'il est 21e au classement des buts cette saison, c'est sûr que tu peux lui faire confiance quand il y a la rondelle sur la palette et tu vas pas te chercher une bière quand il est en échappé, mettons. Je comprends ça. Est-ce que tu l'avais au 8e rang? Non. Oui, excuse. Ma bouche s'est ouverte. OK. Eh bien, on va compléter cette liste-là. Qui est-ce que tu as au 9e rang? Parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas les 2 mêmes derniers joueurs. Au 9e rang, j'ai mis Mark Scheifele. D'accord. OK. Attends, d'accord. Je n'ai pas à ce positionnement-là, d'accord dans le sens, je peux comprendre. Je tiens à préciser que Nick Suzuki ne figure pas sur cette liste-là, puisqu'on en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Donc, Mark Scheifele, ton 9e centre. Ouais. Explique-moi ça. Et Mark Scheifele, je le considère toujours dans le 2e palier, selon moi. Donc, tous les joueurs qu'on a encore... Ouais, on est toujours dans le 2e palier, à mon avis. Donc, il est encore très dominant, là. Mark Scheifele, il est gros, il est grand. On le voit plaquer des joueurs quand... il marque dans un filet désert et ensuite il se fait suspendre pour le reste de la série. Ensuite, écoute, lui, il a un tir exceptionnel. Puis, c'est un bon joueur au total. C'est un bon joueur overall. C'est un bon pointeur. Il y a quand même aucune saison de 100 points pour l'instant, mais c'est un joueur qui est bon au cercle des mises au jeu. Il est bon avec les mains. C'est un bon fabricant de jeu. Il a, je le dis encore, un excellent tir. Puis si les Jets peuvent espérer retourner en série, ça va être grâce à lui. Ouais, ben c'est certainement un point intéressant que tu amènes. Du côté des Jets, Mark Scheifele, évidemment, a été la locomotive de leur offensive au fil des 10 dernières années. Toutefois, sans nécessairement le qualifier de trou noir défensif, en apporte très peu de ce côté-là de la patinoire. Donc, de mon côté, je ne l'ai pas placé au sein de mon top 10 des meilleurs centres de la Ligue nationale, mais est vraiment à la frontière de cette cuvée-là. Okay. Personnellement, au 9e rang, j'y suis allé avec un jeune loup qui va s'immiscer dans le 3e palier dans ce cas-ci. Ouais. J'y suis allé avec Tim Stützle des Sénateurs d'Ottawa. Cette saison connaît une nouvelle émergence. En 2023, on l'avait vu mettre 90 points au tableau. Cette saison, il fonctionne presque au même rythme, pour être honnête, mais c'est surtout son jeu défensif qui s'est vraiment amélioré, sans nécessairement le qualifier de candidat au Selke ou quoi que ce soit. On le voit toujours bien positionné, intercepter des rondelles, et en transition, eh bien, son jeu parle de lui-même. Avec Brady Tkachuk, depuis son retour au mois de novembre, a vraiment hissé son jeu d'un cran de nouveau, et je crois maintenant que Tim Stützle peut s'approprier une place dans cette catégorie-là. J'aimerais le voir avec une équipe relevant de l'élite. Les Sénateurs, depuis l'arrivée de Stützle, n'ont jamais appartenu à la crème de la crème du circuit Batman, et maintenant que les Sénateurs sont peut-être en ascension, la question se pose, où sont-ils vraiment? Eh bien, Tim Stützle qui va pouvoir faire parler l'étendue de son talent. Donc, pour fermer ta liste, qui est-ce que tu as en 10e place? Moi, j'avais un certain Tage Thompson, des Sabres de Buffalo, qui est dans le 3e palier, selon moi. Oui. Tage Thompson, dans une autre équipe, n'est pas le centre numéro 1. Comme, mettons,
là, on peut en débattre, mais je pense que si tu le mets avec le Canadien, ce n'est pas le centre numéro 1 en ce moment. Je suis d'accord. Malgré son tir, écoute, on l'a vu dans la dernière rencontre Face à la face à la Slovaquie. Slovaquie. Quel missile! Son tir est un tir électrisant, un tir du tonnerre qui va battre le gardien. Sans même qu'il ait le temps de voir la rondelle Non, se c'est glisser ça. au-dessus de son épaule. Il a une saison de 94 points. Il est seulement à 28 ans, donc il est dans son prime en ce moment. Puis j'ai vraiment hâte de le voir continuer à peaufiner son art dans les années qui arrivent. Et oui, j'adore vraiment ce joueur-là, surtout grâce à son tir. Qu'est-ce que tu as en 10e place, toi? De mon côté, j'ai Sébastien Aho des Hurricanes de la Caroline. Avant tout, je vais parler de Tage Thompson un petit peu. Comme on dit en anglais, c'est une licorne. Évidemment, un colosse à 6 pieds 6 et 220 quelques livres. Donc, du côté de Tage Thompson, évidemment, ses habiletés physiques jouent en sa faveur, mais c'est un marqueur né. On l'a vu enregistrer certains des tirs les plus puissants de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, des véritables lasers. Un peu comme Mark Scheifele, en apporte un peu moins du côté de la défensive. Personnellement, surtout au niveau des centres, je vais miser sur des joueurs efficaces sur 200 pieds. Et c'est pourquoi j'ai opté pour Sébastien Aho. Son plafond se situe à 89 points en 2023-2024. Oui, exactement. Et du côté de Sébastien Aho, pour être un candidat au Selke saison après saison, à mon avis, n'obtient pas nécessairement la reconnaissance qu'on lui doit, puisqu'il œuvre au sein d'un système extrêmement défensif. Et la Caroline représente tout de même un marché assez petit dans la sphère de la Ligue nationale de hockey, mais si on le mettait dans une équipe qui mise sur le punch offensif et où on lui accorde un peu moins de rôle défensif, eh bien, il serait en mesure d'émerger vers les 95 points, à mon avis, dispose de ce talent-là, un fabricant de jeu hors pair, et il s'immisce au sein de mon top 10, Mark Scheifele et Tage Thompson, qui serait probablement mes centres 11 et 12 si je laissais Nick Suzuki de côté. Intéressant. Donc, c'est ce qui vient compléter notre top 10 des centres. Comme vous le voyez, on diffère à certains égards. Maintenant, Léo, les Seahawks sont champions du Super Bowl et tu voulais revisiter un peu la rencontre. Oui, ben écoute, on va pas trop en parler parce que ça fait quand même 2 semaines que c'est arrivé, mais c'est une rencontre très défensive dont certains fans de Bad Bunny n'étaient pas contents. Mais on n'est pas des critiques musicaux, mais on s'attardera pas nécessairement sur le spectacle. Moi, personnellement, je l'ai bien aimé, surtout avec le message porté par le portoricain. Évidemment, c'est un sujet qui est peut-être controversé, donc on va s'en tenir au sport. Bref, les Seahawks de Seattle, Kenneth Walker, quelle performance de sa part. Je voulais vraiment qu'il gagne le trophée de MVP de cette partie-là parce que Sam Darnold n'avait pas joué son meilleur match. C'est vraiment la course au sol qui a permis aux Seahawks d'aller chercher les bottées de 3 points de Jason Myers qui ont finalement donné la victoire à Seattle. Ouais. Puis, écoute, les Patriots ils se sont comme réveillés en fin de rencontre un peu trop tard. Exact. Moi, je m'attendais vraiment pas à une victoire des Patriots. Je voyais vraiment les Seahawks l'emporter grâce à leur meilleure formation. Ouais, ben les Seahawks disposaient d'une certaine marge de manœuvre ou vraiment étaient en faveur des probabilités pour remporter le Super Bowl parce que l'équipe des Patriots représentait quand même une formation avec très peu d'expérience. Bon, on s'entend les Patriots de 2019 qui ont gagné à peu près 7 Super Bowls. Pas nécessairement le même rendement, mais il ne reste personne de cette équipe-là. Donc, c'est une toute nouvelle formation qui se présente. Et Drake May, au fil des séries, a appris un peu de la robustesse de la NFL après une saison que je qualifierais pas de miraculeuse, mais vraiment impressionnante. On l'a rappelé qu'il en est à sa 2e saison dans le circuit. Goodell, malgré tout, a été en mesure de récolter 295 verges par la passe, mais a aussi commis 2 revirements, 2 interceptions aux mains de Julian Love et Uchenna Nwosu. Donc, du côté de Drake May, ce sera certainement une leçon. Et du côté des Pats, eh bien, on sera sur la pente ascendante dans les années à venir. Maintenant, du côté de Seattle, la défensive qui a joué un fort match, tandis que l'offensive, honnêtement, toutes les munitions des Pats étaient placées sur Jackson Smith-Njigba. Sam Darnold, malgré une passe de toucher, n'a pas disputé sa meilleure rencontre. Et c'est pourquoi Kenneth Walker s'en est sorti avec le Most Valuable Player. Et le trophée Vince Lombardi, au final, a tout simplement trouvé toutes les brèches dans la défensive des Pats et a obtenu plusieurs gros gains pour Mike McDonald et sa formation. Ouais, les Patriots ont finalement affronté une défense digne de ce nom. Oui. Au courant de la saison, c'est beau de faire des blagues là-dessus, mais c'est aussi vrai qu'il n'a pas joué contre les meilleures formations, même en série, contre des formations très
crime. J'ai plus le mot. T'as des formations qui étaient amochées, on va le dire, ça, franchement. merci, c'est ça, On a affronté les Chargers qui étaient sans leurs 2 tacleurs élites, Rashawn Slater et Joe Alt. Du côté des Texans, on était sans Nico Collins, si je ne m'abuse. On était contre un CJ Stroud qui a lancé 4 interceptions aussi. Donc, du côté des Broncos, Jarrett Stidham. Fait que ça, c'était pas le meilleur match. Puis là, ils jouent finalement contre la meilleure défense de la Ligue nationale. Puis il leur montre vraiment que... De quel bois ils se chauffent. Exact. Parlant de cette défense-là, il y a plusieurs questions qui se posent pour les années à venir pour les Seahawks de Seattle, surtout l'année prochaine, s'ils veulent répéter cet exploit-là, donc gagner le Super Bowl. Premièrement, Clint Kubiak, leur coordonnateur offensif, est maintenant le coach des Raiders de Las Vegas. Ouais, évidemment, ça avait été la potion magique pour l'offensive des Seahawks qui a vraiment émergé parmi les meilleurs de la NFL cette saison. Le départ de Clint Kubiak va certainement représenter une difficulté pour les Seahawks. Maintenant, est-ce que la personne qui va venir le remplacer peut offrir le même rendement? Probablement pas, mais il peut maintenir cette offensive-là parmi l'élite du circuit. Surtout que Mike McDonald est un coach qui a une mentalité axée défensivement. Oui, était précédemment un coordonnateur défensif chez les Ravens. Exact. Donc, ce n'est pas lui qui appelle les jeux offensifs, c'est son coordonnateur offensif. Ouais. Cette année, ils ont signé, je l'ai écrit quelque part, Brian Fleury, c'est ça, qui était le coach chez les ailiers rapprochés, chez les 49ers. Est-ce qu'il va être meilleur que Clint Kubiak? Sûrement pas. Brian Flores? Fleury. Ok, Fleury, parce que Brian Flores, qui était un autre entraîneur de la Ligue nationale, j'étais comme, il y a une job, ce gars-là. Ouais. Brian Fleury, qui est maintenant le coordonnateur offensif des Seahawks, qui va vraiment avoir de grosses chaussures à remplir, merci. Ensuite, une autre question est les agents libres. C'est ça, exactement. C'est le point vers lequel je voulais t'amener. Qui est-ce qui pourrait changer d'adresse cette saison, considérant la situation des Seahawks? Écoute, t'as Kenneth Walker qui n'a pas été prolongé. Ce qui n'a pas été prolongé, en fait, qui n'ont pas fait son franchise tag qui le garde 1 ou 2 années de plus. Ouais. Le franchise tag se base sur la moyenne des salaires dans une position. Donc, les running backs, je pense que c'était à peu près 14 millions. Les Seahawks ont refusé de signer ça, possiblement parce qu'ils veulent le prolonger à long terme. Je l'espère pour eux. C'est un joueur que n'importe quelle équipe voudrait après sa performance dans les séries, en fait, en général, sans Zach Charbonnet. Ouais, c'est une pièce maîtresse de leur offensive. Malgré qu'on puisse reposer notre confiance sur Zach Charbonnet, n'est tout simplement pas aussi élusif que Kenneth Walker. Leurs styles de jeu sont aux opposés diamétriques du football. Donc, du côté de Seattle, à mon avis, on se doit de garder Kenneth Walker si on veut demeurer aussi compétitif. Parce qu'avec un Zach Charbonnet en tant que numéro 1, ça peut peut-être le faire, mais un George Olani en tant que numéro 2, ça, par contre, ça cause d'autres problèmes. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, on reste en attaque. Rashid Shaheed, qui, lui, a vraiment pris la place de Torrey Horton directement après sa blessure et qui a eu une excellente saison. Il s'est mérité une place dans les équipes les All-Pro, donc les équipes des meilleurs joueurs de la NFL, en tant que retourneur. On se rappellera son jeu face aux 49ers pour ouvrir le bal des séries du côté de Seattle. Un retour jusqu'à l'autre extrémité du terrain pour donner une avance et les Seahawks n'ont jamais regardé derrière. Victoire de 41-6 dans ce duel-là. Évidemment, un marchand de vitesse qui est Rashid Shaheed. On le voit souvent filer le long des lignes et Sam Darnold tenter de lui envoyer une bombe en fond de territoire. N'est pas toujours en mesure de s'en saisir. Non, mais Rashid Shaheed qui apporte un aspect unique à l'offensive des Seahawks. Il a pris la place du deuxième meilleur receveur de l'équipe derrière Jackson Smith-Njigba, évidemment. Donc ce trio-là de Jackson Smith-Njigba, Shaheed ainsi que Cooper Kupp, c'est un trio évidemment que les Seahawks vont vouloir conserver. Surtout que, c'est le cas de le mentionner, ils ont beaucoup de place dans le plafond salarial. Donc à peu près 70 millions, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Ensuite, une autre question, ça vient rejoindre les agents libres, mais la défense qu'on surnomme de Dark Side, qui se surnommait de Dark Side, en fait, une fraternité. Écoute, c'est une des raisons pour laquelle les Seahawks ont gagné le Super Bowl. C'est en raison de
du jeu collectif de cette équipe-là, surtout en défense. Oui. Il y a plusieurs joueurs qui sont des agents libres cette année et qu'on pourrait peut-être voir partir. Donc, je vais commencer chez les demi de coin. Rick Woolen, ainsi que Josh Jobe. Josh Jobe, lui, a pris la place de Rick Woolen, exact, pour être honnête, au fil de la saison. L'a devancé dans l'alignement. Derrière, évidemment, Devin Witherspoon. Les Seahawks ont tout de même un Nick Emmanwori qui joue en tant que nickel. Il peut jouer en tant que safety et en tant que cornerback. Ouais. Mais ça serait intéressant pour les Seahawks de garder au moins un de ces deux joueurs-là, puisque il faut qu'ils aient quand même de la bonne profondeur, et c'est sûr qu'il y a de la place dans d'autres équipes pour n'importe quel des deux joueurs que je viens de mentionner. Ouais. Ensuite, je parlais d'un Kobe Bryant, un safety justement, un jeune joueur qui a été repêché hors de la première ronde. C'est ça qui a fait le succès de l'équipe, c'est que plusieurs de leurs jeunes joueurs ont été repêchés pas dans la première ronde. Donc, je parlais de Rick Woolen, de Josh Jobe, maintenant Kobe Bryant, c'est tous des joueurs qui vraiment font la différence dans cette équipe-là. C'est un joueur qui serait intéressant à aller chercher malgré la présence de Julian Love en défense. Les Seahawks, évidemment, au repêchage, ont le dernier choix du premier tour puisqu'ils ont remporté le Super Bowl. Est-ce qu'ils vont aller chercher un joueur défensif, tel un demi de coin ou un safety? Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les joueurs qu'ils possèdent en ce moment. Ensuite, finalement, le dernier joueur dont je vais te parler, c'est Boye Mafe, qui lui fait partie de la ligne défensive sur les côtés. Ouais. Et a connu comme une régression cette année. En fait, 2 sacs, 2 plaqués pour perte. Écoute, c'est des statistiques qui sont plus basses que les 2 années précédentes qu'il était avec les Seahawks. Oui. Parmi ces joueurs-là, qui est-ce que tu penses qui sont la priorité de John Schneider et Mike Macdonald? Ben écoute, du côté de John Schneider et de ses acolytes, comme tu le mentionnais, on va tenter de maintenir Kenneth Walker et Rashid Shaheed, j'en suis à peu près certain, considérant que c'est des munitions prioritaires. Du côté de la défensive, je crois que Rick Woolen et Boye Mafe pourraient être les joueurs qui seraient les plus probables d'être laissés de côté, parce que Josh Jobe a véritablement pris la place de Rick Woolen au fil de la saison et a été excellent dans ces souliers-là. Du côté de Kobe Bryant, sans nécessairement qualifier sa situation de 50-50, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, solide dans son rôle malgré qu'on n'en entende pas parler très régulièrement, et si les Seahawks sont en mesure de le garder, eh bien je ne vois pas pourquoi ils opteraient pour un remplacement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, si les Seahawks sont capables de continuer leur travail exceptionnel au repêchage, ils peuvent possiblement remplacer un des joueurs dont on parle, que ce soit un safety ou un demi de coin, comme je le disais. Je pense que Rick Woolen et Josh Jobe, un de ces deux-là va être la priorité pour cette équipe-là en défense, évidemment, pour pouvoir garder de la profondeur derrière Devin Witherspoon. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ensuite, Boye Mafe, malgré que j'aimerais le voir revenir, la ligne défensive des Seahawks est remplie. Ouais. Byron Murphy, Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, c'est une défense qui est assez remplie. Puis les Seahawks vont vouloir perdre le moins de morceaux possible. Oui, évidemment, Boye Mafe, qui me semble être le candidat le plus probable à la perte de cette équipe-là. Mais les Seahawks qui, la saison prochaine, avec Sam Darnold qui s'est véritablement établi comme un champion, mais aussi un corps arrière appartenant à l'élite, et toutes les munitions qu'on a mentionnées au fil de notre segment, eh bien, devrait demeurer une équipe appartenant à l'élite. Laissez-nous voir dans les commentaires si vous les voyez comme des potentiels favoris au prochain Super Bowl. Mais d'ici là, on va venir conclure l'épisode avec un repêchage visité de 2015. Comme vous le savez, potentiellement le meilleur encamp de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et aujourd'hui, un peu comme on l'avait fait lors de nos premiers épisodes, on construit un alignement composé de 6 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien, au total 20 sélections. Et c'est Léo qui aura l'honneur de choisir le premier, puisque c'est moi qui avais choisi à ce rang-là la dernière fois. Donc Léo, comment est-ce que tu débutes ce repêchage-là? Je pense qu'il n'y a pas de débat et je pense pas que j'ai besoin de décrire ce joueur-là parce qu'on l'a fait tantôt. Je vais prendre Connor McDavid pour mon premier attaquant. Ouais, cette décision-là me semble assez évidente. Potentiellement le meilleur joueur de l'histoire du hockey. Donc aucun doute à ce niveau-là.
De mon côté, je vais aussi ouvrir... je tiens à rappeler, j'ai 2 choix consécutifs parce que c'est un ordre serpent, comme on dit. Donc, Léo a un choix, j'en ai 2. Et Donc, c'est 6 attaquants, 3 défenseurs, 1 gardien. Exactement. Donc, de mon côté, je vais ouvrir la marche avec un attaquant également. Je vais y aller avec Kirill Kaprizov du Wild du Minnesota. J'en parlais un petit peu plus tôt quand je le comparais à Ivan Demidov. C'est de la poésie sur patin. Kirill Kaprizov, c'est un franc-tireur né, a déjà approché le plateau des 50 buts à de multiples reprises et est véritablement la locomotive de cette offensive-là du Wild. Maintenant que Quinn Hughes a fait son arrivée et que Matt Boldy a connu une émergence, eh bien Kirill Kaprizov s'est établi au sein du top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue et c'est pourquoi je le sélectionne. Par la suite, je vais prendre le premier défenseur de ce repêchage-là parce que je considère que l'écart avec les autres est vraiment énorme quand on considère les sélections potentielles. Je vais y aller avec Zach Werenski qui, selon moi, devrait être le vainqueur du Norris cette saison, considérant ce qu'il fait avec les Blue Jackets de Columbus. Déjà, c'est pas le meilleur producteur de points chez les défenseurs, mais il est tout juste derrière Evan Bouchard et son rendement défensif est exceptionnel. Sa première passe est automatique et c'est pourquoi j'y vais avec Zach Werenski. Comment est-ce que tu poursuis avec tes 2 sélections suivantes? Je vais y aller avec un autre attaquant en Mikko Rantanen ensuite. Mikko Rantanen, un de tes joueurs favoris. Le Moose. A une saison de 50 points derrière sa cravate, de 50 buts plutôt, une autre saison de 40. Cette année, écoute, 69 points en 54 matchs. C'est un no-brainer, puis c'est un des bons compteurs dans la ligue en ce moment. Je vais le prendre avec facilité. Ensuite, là, Zach Werenski a été pris malgré que j'aurais voulu le prendre. Je vais y aller avec un Mitch Marner, tiens. Oh, intéressant. Ouais, maintenant qu'il n'est plus avec les Maple Leafs, c'est un de mes joueurs favoris de la Ligue nationale. Il a d'excellentes mains. J'adore les joueurs comme ça, qui sont vifs, qui sont rapides, qui sont des bons francs-tireurs. On l'a vu, c'est lui qui a donné la victoire lors du match de quart de finale au Canada. Quel but a déjoué toute l'équipe adverse pour finalement le mettre du revers dans la partie supérieure droite. Mitch Marner, bienvenue dans mon équipe. Personnellement, pour mes 2 sélections subséquentes, je vais y aller avec Jack Eichel, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans notre segment des 10 meilleurs centres. Comme je le mentionnais, un des meilleurs en transition, en possession, un très bon franc-tireur qui a développé ses habiletés de fabricant de jeu. C'est un champion de la Coupe Stanley et il a le physique de l'emploi à 6 pieds 2. Bref, Jack Eichel qui est le package total et c'est pourquoi je l'ajoute à mon équipe. Sinon, je vais y aller avec un joueur qui, oui, est un producteur de saison régulière parce que lors des grands matchs, on ne lui fait pas toujours confiance, particulièrement avec l'équipe américaine, malgré que l'an dernier fut très solide en série. J'y vais avec Kyle Connor, une saison de 47 buts derrière la cravate. L'an dernier, 97 points aux côtés de Mark Scheifele alors que les Jets ont remporté le trophée des présidents. Et encore une fois, c'est un buteur né, est en mesure de battre les gardiens de toutes les façons. Et je viens compléter un solide trio d'offensive aux côtés de Kaprizov et de Jack Eichel. Moi, je vais aller avec mon premier défenseur et le 3e joueur des Golden Knights de Vegas aujourd'hui en Rasmus Andersson. Oui. De la robustesse en défense. Écoute, Rasmus Andersson qui, cette saison, a 34 points et qui vraiment aide vraiment les Golden Knights défensivement. Il va aider mon équipe en tant qu'un des bons défenseurs défensifs dans la Ligue aujourd'hui. C'est vrai, j'ai un 2e choix à prendre. Oui, certainement. Je vais y aller maintenant avec un Sébastien Aho. Donc, tu le mentionnais tantôt. Sébastien Aho, près de 700 points dans sa carrière. C'est un autre petit joueur vif qui est le premier centre des Hurricanes de la Caroline que j'aime et qui a un bon tir et qui va venir marquer des buts avec l'équipe Léo. Personnellement, je vais ajouter mon 2e défenseur. Selon moi, il y a un top 3 qui est tout de même assez défini au niveau des arrières de la QV 2015. Je vais y aller avec Vince Dunn, qui a une saison de 64 points à son actif. Depuis l'existence du Kraken de Seattle, a toujours représenté leur défenseur numéro 1, assure des responsabilités primaires en avantage numérique, mais aussi de l'autre côté de la médaille en désavantage. Bref, il est utilisé à toutes les sauces et dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, je crois qu'il serait un défenseur idéal de première paire. C'est pourquoi je l'ajoute à ma formation. Sinon, pour ma 2e sélection, je vais m'assurer
de mon gardien entre les poteaux, je vais y aller avec celui de l'Avalanche du Colorado, Mackenzie Blackwood. Depuis son arrivée en décembre 2024, a été l'un des meilleurs gardiens du circuit Batman point blank period. Cette saison a une efficacité qui dépasse les 905 si je ne me trompe pas. L'an dernier a été en mesure d'apposer 913 à la fiche statistique. Et c'est aussi un joueur qui a très bien performé lors des séries d'après-saison l'an dernier. Je l'aurais personnellement choisi sur Équipe Canada. Et cette saison, avec l'Avalanche, le gardien partant de la meilleure équipe de la Ligue. Et selon moi, le gap avec le deuxième gardien est assez existant. Donc, je m'assure de l'homme entre les poteaux, Mackenzie Blackwood. Alright. Moi, je vais y aller avec un joueur de Philadelphie en Travis Konechny. Oui. Travis Konechny, j'en ai besoin dans mon équipe. C'est un bon two-way player. Et écoute, il a été choisi à maintes reprises au match des étoiles en tant que le joueur désigné des Flyers de Philadelphie. Donc, c'est un autre joueur que j'adore, qui a d'excellentes mains et qui a un bon tir comme beaucoup des joueurs de la QV 2015. Ensuite, je vais y aller avec possiblement le joueur que tu voulais prendre ensuite en Roope Hintz. Oh wow! Je suis surpris de le voir se tailler à ta formation. J'avais d'autres joueurs devant lui. Écoute, Roope Hintz, je trouve que c'est pertinent de le sélectionner en raison de ses statistiques de carrière, malgré qu'il y a des joueurs un peu plus expérimentés dans ce repêchage-là. C'est un bon attaquant, un bon centre qui a 44 points cette année, si je ne me trompe pas, avec une bonne carrière et il a juste 29 ans. Et écoute, je veux juste le prendre dans mon équipe. Ouais, c'est un joueur qui file comme le vent. C'est un colosse, un des patineurs les plus rapides de la Ligue nationale de hockey et peut être tranchant, est utilisé à outrance en désavantage numérique par Glenn Goldson. Personnellement, je vais y aller avec un gars dont le talent lui sort par les oreilles, également un patineur très rapide, en Matthew Barzal. A remporté le Calder à sa saison recrue en 2017-2018. Ouais. Comme Jack Eichel est l'un des meilleurs joueurs en transition ainsi qu'en possession et a toujours été le dynamo offensif du côté des Islanders. Maintenant que cette offensive-là est un petit peu plus profonde et dynamique qu'elle le fut autrefois, eh bien Matthew Barzal connaît une deuxième émergence et c'est pourquoi je l'ajoute à ma formation. De plus, va ajouter du skill et ce, pas juste un peu. Sinon, je vais y aller avec mon troisième défenseur. À mon avis, encore une marche entre le quatrième défenseur et le cinquième. Je vais me garnir des services de Thomas Chabot, défenseur assuré du top 4, a connu un très bon rendement avec les Sénateurs d'Ottawa tout au long de sa carrière. Vers la fin des années 2010, on lui accordait une charge de travail tout simplement démesurée. Depuis, on a réduit ses responsabilités derrière Jake Sanderson, mais est une raison pourquoi Ottawa représente une brigade top 10 chez les défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Et c'est pourquoi j'ajoute Thomas Chabot à mon alignement. Je vais maintenant me garnir de mon troisième joueur des Golden Knights et le quatrième du repêchage en Noah Hanifin en défense. Noah Hanifin, écoute, on l'a vu cette année avec les Golden Knights, encore une fois, être un excellent joueur défensivement et vraiment garnir cette brigade défensive-là à Vegas. Puis, écoute, c'est un autre défenseur qui va venir jouer aux côtés de son coéquipier Rasmus Andersson. Oui, on établit de la chimie. Vas-y. Ensuite, écoute, je sais déjà ce qui est mon gardien, donc je vais aller prendre un défenseur en Ivan Provorov, un joueur des Blue Jackets de Columbus. Écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Ivan Provorov, gros joueur quand même, qui va amener encore de la robustesse aux côtés de Rasmus Andersson en défense et combler cette brigade axée très défensivement de mon côté. Un peu comme Thomas Chabot avait des responsabilités démesurées à Philadelphie précédemment, maintenant qu'il est à Columbus, a trouvé sa niche et payé des millions de dollars en valeur surplus, selon moi. Mais Ivan Provorov, tout de même un défenseur serviceable dans la Ligue nationale de hockey. Et assez jeune encore. Donc, tes deux sélections ont été effectuées. Il ne te reste qu'un gardien à choisir. De mon côté, 2 attaquants et je vais m'en garnir en ce moment, en fait. Je vais y aller avec le centre numéro 1 du Wild du Minnesota, Joel Eriksson Ek, intéressant. qui est véritablement un métronome en termes de production. Va toujours
amener autour de 60 points autour du tableau, en plus d'offrir un rendement défensif tout de même assez efficace. Et si on lui combine des ailiers, tels son coéquipier Kirill Kaprizov, qui est au sein de ma formation, qui sont des producteurs offensifs tout de même assez relevés, eh bien, il me fera grand plaisir de m'en saisir. Et finalement, pour fermer la marche, j'ai l'impression d'avoir oublié un joueur potentiellement, mais d'ici là, ne connaît pas la meilleure saison, mais je vais parier sur ses habiletés qu'on a vues au fil des dernières années quand il est accolé à des joueurs qui fonctionnent à plein régime. Je vais y aller avec Brock Besser, qui est un marqueur de 40 buts, a atteint ce plateau-là une fois dans sa carrière, malgré que Vancouver soit la pire équipe et de loin du circuit Batman cette saison. Je vais parier sur ses habiletés naturelles. Donc Brock Besser, qui est mon 6e attaquant et qui vient mettre un terme à mon repêchage. Okay. Qui est-ce que tu sélectionnes comme gardien? Adin Hill. Oui, ok, toi, tu as la formation Golden Knights. C'est ça que j'allais dire. Outre Jack Eichel, qui est de mon côté. C'est le 6e joueur qu'on repêche de Golden Knights, le 5e. Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5e. Bon, ben, Adin Hill. 5 sur 20 quand même. Quand même, ouais. Qui va venir mettre de la chimie dans mon équipe avec Marner, Anderson, Hanifin. C'est ça que je recherche. C'est pour ça que je t'ai laissé prendre Blackwood au début. Et Adin Hill, ben écoute, au cours de sa carrière, il y a quand même 100 victoires et un pourcentage d'arrêt juste au-dessus du 900, du 90%. Donc, ben, c'est un gardien qui est le 2e meilleur de cette QV-là et que je vais clairement prendre dans mon équipe. Donc, voici nos formations dans leur entièreté. Léo qui a ajouté Connor McDavid des Oilers d'Edmonton, Mikko Rantanen des Stars de Dallas, Mitch Marner des Golden Knights de Vegas, Sébastien Aho des Hurricanes de la Caroline, Travis Konechny des Flyers de Philadelphie et Roope Hintz des Stars de Dallas. Du côté de la défensive, Rasmus Andersson des Golden Knights ainsi que son coéquipier Noah Hanifin, qui vont être greffés à Ivan Provorov des Blue Jackets de Columbus. Et finalement, Adin Hill entre les poteaux. De mon côté, j'y suis allé avec Kirill Kaprizov du Wild du Minnesota, Jack Eichel également des Golden Knights, Kyle Connor des Jets de Winnipeg, Matthew Barzal des Islanders de New York, Joel Eriksson du Wild et Brock Besser des Canucks. Je me suis garni d'un défenseur top 3 dans la Ligue nationale en Zach Werenski, Vince Dunn qui va jouer à ses côtés, aussi un défenseur numéro 1, et Thomas Chabot pour fermer la marche. Et finalement, pour assurer le travail devant la cage, Mackenzie Blackwood. As-tu confiance en ton équipe, Léo? Ouais, mon équipe Vegas Golden Knights, j'ai confiance en cette équipe-là. Et on va laisser les auditeurs déterminer quelle équipe est meilleure sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir aller voter. Oui, on fera un vote pour que vous puissiez vous en garnir. Personnellement, mon équipe qui me fait hésiter, puisque tu as fait certaines sélections auxquelles je ne m'attendais pas nécessairement. Hâte de voir ce que les auditeurs en pensent. Sinon, je te voyais avec un petit sourire en coin. Est-ce que j'ai oublié un joueur à un certain moment? Moi, je pensais à un Anthony Cirelli. Ok, je peux comprendre. C'est son plafond offensif qui, à mon avis, demeure limité. Et j'avais déjà plusieurs centres un petit peu plus défensifs. Ben, plusieurs. J'avais Eriksson en premier, que je considère supérieur. Donc, c'était certainement un débat. Je comprenais pourquoi tu l'avais pas pris. Ouais. C'est un débat entre les deux. Ben oui. Donc, bref, c'est ce qui vient conclure ce 6e épisode du balado Le Long des bandes. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de Damien Larivière et de mon collaborateur Léo Anctil, on se dit à la prochaine. Au revoir.